Il y a des chances que vous n'ayez jamais entendu cette histoire à propos du Titanic. Cet immense paquebot de luxe quittait Southampton pour sa toute première traversée vers New York, avec à son bord plus de 2000 passagers et membres d'équipage. Inutile de revenir sur les détails, vous savez déjà comment cela s'est terminé. Mais comme une série de choses ont mal tourné pendant la brève existence du navire, certains se sont demandé s'il s'agissait bien d'un simple concours de malchance. Une force obscure était peut-être à l'œuvre. Pour commencer, à peine sorti du port, le Titanic a failli percuter un autre navire, le SS New York. Comment un tel incident a-t-il pu se produire? En fait, 6 remorqueurs s'échinaient à tirer le Titanic jusqu'au fleuve pour le lancement de son périple. Le capitaine Smith était bien aux commandes, mais entre nous, il aurait sans doute eu besoin de quelques cafés supplémentaires avant de prendre des décisions aussi cruciales. Alors que le Titanic filait à bonne vitesse, sans se soucier de ce qui l'entourait, il a dépassé les navires New York et Oceanic. C'est là qu'il a viré à bâbord. Mais le déplacement d'eau provoqué était trop puissant pour le pauvre New York, qui s'est mis à dériver dangereusement en direction du Titanic. L'Oceanic, quant à lui, tanguait si fort que sa passerelle a frappé l'eau comme un seau raté dans une piscine. Heureusement, le capitaine de l'un des remorqueurs n'était pas loin et a réagi à temps. Grâce à son fidèle haut-parleur, il a appelé le Vulcan à se positionner à bâbord du Titanic pour débarquer quelques membres d'équipage. En voyant le New York en difficulté, il n'a pas hésité. Il a jeté une ligne pour freiner sa dérive. Le capitaine du Titanic, lui, devait se gratter la tête, un peu perdu face à la gestion de navires aussi énormes. Il faut dire qu'il n'avait commencé que récemment à naviguer sur des bâtiments de cette envergure. Un sacré coup de chaud, non? Et pourtant, ce n'était qu'un début. Il semblerait que la longue série de malheurs du Titanic ait pu commencer bien plus tôt. Une autre théorie avance que pendant la construction du navire en Irlande du Nord, un incendie s'est déclaré dans les soutes à charbon. Un départ plutôt mouvementé, n'est-ce pas? Si cette hypothèse s'avère juste, cela signifierait que la coque du navire a pu être endommagée par cet incident avant même de quitter le port. Les partisans de cette théorie soutiennent qu'un incendie s'est en effet propagé dans l'une des grandes soutes à charbon du Titanic, endommageant gravement une section importante de la coque. Certains affirment même qu'il existerait des preuves photographiques pour étayer cette idée. Un lot de clichés, pris lors de la construction et de la préparation du navire pour son voyage inaugural, a été retrouvé. Ils montrent une large traînée noire sur la coque du Titanic, traînée étonnamment proche de l'endroit où l'iceberg a frappé par ce froid mois d'avril. Je sais ce que vous vous dites, cette théorie peut paraître invraisemblable. Pourtant, ceux qui la défendent ont passé des décennies à collecter des informations sur le Titanic et sont convaincus de sa véracité. Certains pensent même que l'incendie a commencé bien plus tôt que le jour où le Titanic a pris le large pour sa première traversée, environ 3 semaines auparavant. Alors pourquoi cette information a-t-elle été négligée? Tout simplement par crainte d'une mauvaise presse. Et puis, avec tout le battage médiatique autour de ce fameux navire insubmersible, il était crucial de respecter les délais prévus. Bien entendu, tout le monde n'est pas convaincu par cette nouvelle théorie. Certains estiment qu'il s'agit juste d'une idée farfelue de plus à ajouter à la longue liste des théories sensationnalistes sur le Titanic. Et si l'on vous disait qu'il existe même des rumeurs selon lesquelles une partie d'un sarcophage égyptien antique aurait été transportée à bord, cela pourrait-il avoir un lien avec le terrible destin du navire? Certains y croient fermement. Laissez-nous vous raconter l'histoire de la momie maudite, un récit qui vous glacera le sang. Au XIXe siècle, un ancien vestige égyptien, le couvercle du sarcophage d'une momie pour être précis, a été amené en Europe. Dès son arrivée, des événements étranges ont commencé à se produire. Bien sûr, certaines histoires peuvent avoir été exagérées, mais selon les journalistes, une bonne partie d'entre elles étaient bien réelles. Ces rumeurs ont attiré l'attention d'un auteur britannique qui a passé des mois à enquêter sur le sarcophage et les histoires qu'on lui associait. Il comptait rédiger un article pour démonter ces mythes, mais il s'est vite aperçu que ceux-ci étaient par trop réels. Hélas, il n'a jamais pu achever son travail, car il est mort de manière soudaine. Certains soutenaient que le sarcophage était sous la protection de génies égyptiens et mettaient en garde quiconque tenterait de s'en approcher. L'histoire de cet artefact n'a rien à envier à un récit d'épouvante. Découvert en Égypte, il fut vendu à un certain Mr. Wa, lors d'une réception donnée par une célèbre dame anglaise. À son arrivée en Angleterre, il fut offert à la sœur de ce mystérieux acquéreur,
laquelle fut rapidement confrontée à des revers financiers et à divers tourments. Quant au photographe qui avait immortalisé l'objet, il affirma avoir vu apparaître, sur son cliché, le visage d'une femme bien vivante. Le sarcophage finit par rejoindre les collections du British Museum, où il demeure encore aujourd'hui. Toutefois, des rumeurs ont circulé selon lesquelles il aurait été embarqué à bord du Titanic et serait responsable du naufrage. Prudence, néanmoins, plusieurs sources affirment que l'objet n'a jamais quitté le musée et que cette légende aurait été montée de toutes pièces par un journaliste du nom de William Stead. Ce dernier était, en effet, l'un des passagers du Titanic, et il aurait évoqué durant la traversée l'histoire de cette momie prétendument maudite. Était-ce une simple coïncidence ou un étrange présage? Difficile à dire, mais cela ne manque pas de faire réfléchir. L'affaire prend une tournure encore plus singulière. Environ 50 passagers, saisis d'un pressentiment, choisirent de ne pas embarquer sur le Titanic à la dernière minute, acceptant de perdre le prix de leur billet. Leur intuition, bien que difficile à expliquer, paraît rétrospectivement troublante. À cela s'ajoute l'avertissement d'un astrologue irlandais, qui déconseilla formellement ce voyage. On peut douter qu'il ait discerné un iceberg dans les constellations, mais son intervention renforce le mystère qui entoure la tragédie. Un autre détail glaçant concerne les jumelles du navire. Elles étaient enfermées à clé, inaccessibles aux vigies la nuit du drame. Or, cet instrument aurait pu permettre d'apercevoir l'iceberg à temps. La clé se trouvait en possession de David Blair, un officier écarté de l'équipage juste avant le départ, et il semble qu'il l'ait emportée avec lui sans en mesurer l'importance. Ce bête oubli pourrait bien avoir scellé le sort du paquebot. Certains historiens estiment aujourd'hui que l'utilisation de ces jumelles aurait pu permettre de repérer l'obstacle à temps. D'autres, toutefois, jugent que cela n'aurait guère modifié l'issue tragique. Qui peut vraiment le dire? Peut-être la vigie était-elle absorbée par la contemplation du ciel étoilé, négligeant le danger qui se profilait droit devant. Quoi qu'il en soit, laisser des jumelles sous clé à bord d'un navire de cette envergure semble absurde, à l'image d'un estivant omettant d'emporter sa crème solaire. En outre, il semble que le Titanic naviguait à une allure excessivement rapide. Vous vous demandez sûrement pourquoi le capitaine était si pressé. Eh bien, selon certaines sources, le capitaine Smith aurait voulu battre le temps de traverser de l'Olympique, un autre paquebot de la même compagnie. Une sorte de rivalité navale, en somme. Le problème, c'est que malgré les nombreux avertissements signalant des icebergs, le Titanic a continué sa route à pleine vitesse. Honnêtement, on peut s'étonner d'une telle décision. Lorsqu'on sait qu'il y a des dangers sur la trajectoire, ralentir semble relever du simple bon sens, n'est-ce pas? Finalement, dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, aux alentours de minuit, le Titanic heurta un iceberg et sombra dans les eaux glacées de l'Atlantique Nord. Il ne disposait que de 16 canots de sauvetage en bois et de 4 pliables, soit bien en deçà de la capacité nécessaire pour accueillir tous les passagers. Ce naufrage, l'un des plus retentissants de l'ère moderne, suscita chez beaucoup une fascination pour l'au-delà. Nombreux furent de ceux qui, dans leur désespoir, se tournèrent vers des médiums afin de recevoir un signe de leurs proches disparus. Mais aucun témoignage crédible ne vient confirmer qu'un contact avec les victimes ait réellement eu lieu. Il n'y avait pas de jumelles à bord du tristement célèbre Titanic la nuit où elles étaient le plus nécessaire. Les vigies étaient aveugles, impuissantes et condamnées, et le navire a ainsi sombré corps et biens, c'est bien cela. Pourtant, ce n'est que l'un des nombreux mythes dans un vaste océan de demi-vérités, de rumeurs et de récits dramatiques dans lequel le Titanic continue de naviguer. Des jumelles étaient bien présentes à bord. Le véritable problème était l'accès. Elles étaient enfermées dans une armoire du nid de Pi, la vigie du navire, mais la clé avait disparu. Un membre de l'équipage nommé David Blair, qui devait se trouver à bord du Titanic, fut réaffecté à un autre navire à la dernière minute et il oublia de laisser la clé. Cette fameuse clé, capable de sauver des centaines de vies, se trouvait donc dans sa poche alors que le Titanic sombrait. Mais nous ne saurons jamais ce qui se serait passé si elle avait été là. Le ciel était dégagé cette nuit-là, mais aucune lune n'éclairait le chemin. Et le vent était tombé, rendant la mer lisse comme un miroir, sans la moindre vague, lesquelles sont habituellement annonciatrices d'icebergs flottants dans les parages. Vient ensuite l'idée selon laquelle le Titanic traversait l'Atlantique pour battre un record de vitesse. Les historiens ne s'accordent pas sur ce point.
L'équipage savait qu'il y avait de la glace dans les environs. Cependant, au lieu de ralentir, il poursuivit sa route à près de 22 nœuds. Cela ne représentait que quelques nœuds de moins que sa vitesse maximale, mais le Titanic était loin d'être poussé à bout. Plusieurs de ses chaudières n'étaient d'ailleurs même pas entièrement alimentées. À l'époque, il était courant de poursuivre sa route en se fiant aux vigies pour repérer la glace avant que le navire ne la heurte. Ces gigantesques paquebots transatlantiques n'étaient pas conçus pour la lenteur, ils devaient arriver exactement à l'heure. Des navires tels que le Titanic étaient en quelque sorte les trains express des océans. Et tout retard aurait été un désastre pour leur réputation. Ainsi, connaissaient-ils les risques, mais ne les jugeaient pas majeurs. Après tout, de nombreux navires avaient de frôler le danger sans graves conséquences. La glace n'était pas perçue comme une menace sérieuse, et les collisions frontales ne suscitaient guère de crainte. Et avez-vous entendu dire que la White Star Line, propriétaire du Titanic, le présentait comme insubmersible? En 1910, elle faisait la promotion de ces deux nouveaux géants des mers, le Titanic et son jumeau, l'Olympique. Les publicités proclamaient en effet que ces navires étaient conçus pour être insubmersibles. Cela signifiait que, sur le papier, leur conception devait les maintenir à flot. Plus tard, la compagnie dut préciser qu'elle n'avait jamais promis que ces navires seraient véritablement insubmersibles. Mais en 1911, avant même que le Titanic ne touche l'eau, les magazines s'étaient déjà emparés de l'idée. Les journalistes le qualifiaient de pratiquement insubmersible, citant ses compartiments étanches, sophistiqués comme preuve. Ainsi, une légende naquit avant même que le navire ne quitte le quai. Après le naufrage, l'un des dirigeants de la White Star Line admit lors de l'enquête officielle qu'à l'annonce de la nouvelle, il n'y crut pas un instant. Il pensait sincèrement que le Titanic ne pouvait pas couler. Toutefois, l'argument de l'insubmersibilité n'était jamais le principal atout commercial. La White Star Line misait sur le luxe, non sur la sécurité. Le Titanic devait donc représenter le fleuron des voyages océaniques, immense, élégant et baigné de confort. Un autre mythe tenace affirme qu'avant même le choc avec l'iceberg, un incendie de charbon faisait rage dans l'une des soutes du Titanic, affaiblissant la coque et la rendant vulnérable. Certains prétendent même que ce feu aurait causé ou accéléré le naufrage. C'est partiellement vrai. Un incendie couvait effectivement dans l'une des soutes à charbon avant même le début du voyage. Dans les navires à vapeur de l'époque, de tels feux étaient monnaie courante et pouvaient couver pendant des jours. Mais il ne s'agissait pas d'un incendie incontrôlable. Les chronologies historiques, journaux de bord et analyses structurelles indiquent qu'un feu de cette intensité en un tel emplacement n'aurait pas pu infliger de dommages structurels fatals. Si tel avait été le cas, le navire aurait pu sombrer avant la collision. Le Titanic resta pourtant à flot plus de 2 heures, révélant que le véritable responsable demeurait l'iceberg. Un autre aspect plausible est que cet incendie aurait pu distraire l'équipage, l'empêchant de gérer correctement l'iceberg. Mais cela ne signifie pas que le feu fut le véritable coupable. En évoquant les véritables responsables, il ne fait aucun doute qu'il s'agissait d'un iceberg. Mais l'ampleur du désastre qu'il provoqua était bien plus subtile qu'une spectaculaire entaille dans la coque digne d'un film. Il engendra de multiples microfractures dans les rivets, les coutures et les joints métalliques. Chaque fissure était à peine perceptible, mais la navigation du navire permettait à l'eau de s'infiltrer progressivement par ces microfentes sous pression. Elle s'infiltra lentement dans plusieurs compartiments, en remplissant 6 sections étanches. Le Titanic s'enfonça peu à peu, tangua, prit l'eau, chaque compartiment succombant successivement. Son naufrage dura 2 heures, loin de sombrer instantanément. Si l'iceberg avait éventré la coque de manière catastrophique, le navire aurait coulé presque aussitôt, privant les passagers de tout temps de réaction. Malheureusement, tous ne bénéficièrent pas de cette opportunité. Vous vous souvenez probablement de la scène poignante du film Titanic où des passagers de 3e classe tentent de rejoindre les ponts, mais sont retenus dans leur section. Cela n'est que partiellement exact. Certes, des barrières séparaient les classes, mais elles répondaient surtout aux exigences de la législation américaine sur l'immigration. Les passagers de 3e classe se rendant en Amérique en quête d'une nouvelle vie devaient subir des contrôles sanitaires et d'immigration, d'où leur affectation à des ponts distincts. Des canaux leur étaient réservés, même si pas directement dans leur section. Ils devaient donc traverser un réseau de couloirs et d'escaliers pour atteindre le sommet. Beaucoup renoncèrent,
ne souhaitant pas abandonner leurs bagages. Finalement, environ un quart des passagers de 3e classe survécut, sans qu'aucun ne fût contraint de rester dans les ponts inférieurs. Abordons maintenant les faits concernant le Titanic que beaucoup niaient ou négligeaient autrefois, mais qui ont depuis été établis comme véridiques. La majorité des plans que vous avez vus dans les documentaires sur le Titanic omettent un pont caché situé sous la ligne de flottaison, que l'on appelle le double fond. Ce dernier était mécompris de nombreux ingénieurs extérieurs au projet et rarement mentionné. Ce pont secret s'étendait sur presque toute la longueur du navire et comprenait 44 réservoirs étanches distincts, la plupart servant de ballast, d'autres de réserve d'eau douce. Il incluait également des réservoirs latéraux, à bâbord et tribord, permettant de stabiliser le navire. Le double fond servait de véritable organisateur intégré, divisant le Titanic en sections afin de maintenir l'équilibre et de faciliter son contrôle. Sa conception permettait au navire de rester à flot, même si 4 compartiments avant étaient inondés. Hélas, la collision avec l'iceberg ouvrit 6 compartiments, et vous savez pertinemment ce qu'il advint ensuite. Enfin, mon mythe préféré concerne la rupture nette du navire en deux, comme dans une scène d'action hollywoodienne. James Cameron est à blâmer pour cette vision. Nous avons tous été émus aux larmes, mais la réalité était bien plus laide. Pendant de nombreuses années après la tragédie, les survivants divergeaient sur leurs témoignages. Certains affirmaient que le navire avait coulé intact. D'autres jurèrent qu'il s'était brisé. Personne ne crut le second groupe jusqu'à la découverte de l'épave en 1985. On confirma alors que le Titanic s'était bel et bien brisé, mais pas aussi nettement. Le métal se tordit, se déchira et se fragmenta lorsque la poupe se souleva, 2 forces opposées déchirant le navire. Tragiquement, des passagers s'accrochaient encore à l'arrière lorsque celui-ci céda et sombra dans les ténèbres. Lorsque les premières images de l'épave du Titanic ont été dévoilées en septembre 1985, le monde entier a retenu son souffle. Les spectateurs restaient figés devant leurs écrans, voyant réapparaître le paquebot après plus de 70 ans. Où le Titanic a-t-il sombré, vous demandez-vous? À environ 600 km des côtes de Terre-Neuve, au Canada. Ce paquebot, jadis proclamé insubmersible, repose à présent dans une obscurité totale, près de 3840 mètres, sous la surface. Oui, telle est la profondeur où gîte le Titanic. Pourtant, malgré cette descente vertigineuse, la proue demeurait étonnamment préservée. Les rambardes subsistaient, les chaînes d'ancre également, et l'on reconnaissait encore les courbes du navire. La poupe, en revanche, fut très peu évoquée dans les nouvelles de l'époque, pour une raison dont on parle rarement aujourd'hui. Il se trouve que ces images avaient une portée bien plus grande que de simples vues saisissantes et étranges. Elles apportaient enfin la démonstration de ce qui s'était véritablement produit lors du naufrage de 1912, au cours duquel plus de 1600 personnes perdirent la vie. Et, avant que vous ne cherchiez combien ont survécu, autant vous le dire tout de suite, 706. Parmi les survivants, certains affirmaient avoir vu le navire se briser en s'enfonçant. D'autres assuraient qu'il avait sombré d'un seul bloc. Et finalement, les enquêteurs adoptèrent cette version. Les rapports officiels conclurent donc que le Titanic avait disparu intact. Pendant 73 ans, ce récit demeura l'histoire officielle, jusqu'à ce que l'on découvre l'épave au fond de l'océan. Lorsque les photographies sous-marines furent publiées, elles le confirmèrent. Le paquebot s'était bel et bien brisé en coulant. Et si nous venons de contempler les images de la proue, cela signifie que la poupe se trouve également dans les parages, n'est-ce pas? Eh bien, en quelque sorte. Nous l'avons localisée, à environ 610 mètres de la proue, reposant sur le fond océanique. Donc oui, elle se trouve bien là. Mais pourquoi personne ne mentionne ce qu'il est advenu de la poupe du Titanic? La raison est majeure. La proue, malgré les dégâts causés par le choc avec le fond, demeure encore identifiable. Beaucoup de ces espaces intérieurs sont étonnamment conservés et elle repose comme si le navire poursuivait son périple sous les eaux. La poupe, en revanche, est détruite. Aujourd'hui, elle n'est plus qu'un amas tordu d'acier, à peine reconnaissable comme navire. Seules les structures les plus robustes, hélices, moteurs alternatifs et gouvernail, ont conservé leur forme, tandis que le reste se fond progressivement dans le sol marin.
Pour comprendre pourquoi elle se trouve dans un état si lamentable, il faut remonter à cette nuit glaciale du 15 avril 1912, celle du naufrage du Titanic. Quelques heures avant la tragédie, le paquebot glissait encore paisiblement sur l'Atlantique Nord. La poupe vibrait de vie, familles en discussion, musique, activités du quotidien. C'était là que se situèrent les cabines des détenteurs de billets les moins chers, raison pour laquelle les passagers de 3e classe étaient aussi appelés passagers de l'entrepont. Mais la poupe n'était pas réservée aux voyageurs, elle abritait aussi de nombreux espaces de stockage, cales à cargaison, salles à bagages, cuisine, quartiers de l'équipage et même les espaces techniques. Retenez cette information, elle sera bientôt cruciale. Passons directement au moment où le paquebot percuta l'iceberg. Alors que la proue s'enfonçait, la poupe se souleva lentement hors de l'eau, imposant une tension énorme au centre du navire. Vers 2 heures du matin, les lumières vacillèrent, puis s'éteignirent. Quelques instants plus tard, le navire se rompit en deux, et la proue disparut sous les flots. La poupe se posa brièvement sur l'eau, avant de se redresser presque verticalement. Elle demeura droite pendant quelques secondes, puis entama son plongeon final. Vers 2h20 du matin, la poupe disparut dans l'Atlantique. Le Titanic avait sombré. Sous l'eau, 2 scénarios totalement distincts se déroulaient. Tout d'abord, la proue se remplissait lentement d'eau et descendait presque en dérivant, comme un sous-marin, ce qui lui permit de conserver sa forme et de rester largement intacte. La poupe, en revanche, connut un destin bien différent. Là où le navire s'était brisé, elle fut déchirée sur toute sa largeur. L'eau s'engouffra par cette ouverture à une vitesse prodigieuse, provoquant une inondation soudaine qui précipita la poupe vers le fond bien plus rapidement que la proue. Ce flux de turbulences arracha et dispersa de nombreux débris sur le plancher océanique alentour. Rappelez-vous ce que nous avons évoqué à propos des espaces internes de la poupe. Ces vastes zones de stockage étaient ouvertes, et nombreuses contenaient des poches d'air. Lorsque la poupe se détacha, ces compartiments emprisonnaient encore de l'air. En tournoyant dans les profondeurs, la pression croissante de l'eau écrasa ces poches une à une. La structure environnante implosa, projetant morceaux de métal, meubles, statues et effets personnels des passagers sur le fond océanique. De nombreux experts estiment que cette immense pression fit s'effondrer cette section au fur et à mesure de sa descente, expliquant pourquoi il en reste si peu à voir aujourd'hui. Vous savez désormais pourquoi la section arrière du Titanic demeure un mystère. On n'en parle guère, simplement parce qu'il n'y reste presque rien à observer. C'est une part de l'histoire du navire trop brisée, trop douloureuse pour être évoquée ouvertement. Le côté du paquebot véritablement perdu. Et désolé de vous apprendre qu'il en sera de même pour l'étrave. Sa présence n'est pas éternelle. La forme emblématique de l'épave se transforme chaque année, et non pour le mieux. La partie avant du Titanic se détériore progressivement, et finira, un jour, par disparaître complètement. Au fond de l'océan, le Titanic subit une pression immense, près de 390 fois supérieure à celle à la surface. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'existe plus de poches d'air à l'intérieur, donc de grandes implosions ne se reproduiront pas. La mauvaise, en revanche, est que le poids même du navire contribue désormais à le déchirer. Alors que ces 52 000 tonnes d'acier s'enfoncent progressivement dans le sol océanique, elles tordent et arrachent la coque. Les missions submersibles ont déjà relevé de larges fissures parcourant les plaques d'acier et même les ponts commencent à s'effondrer. Il y a un autre facteur. L'épave peut paraître aujourd'hui fascinante et inquiétante, mais cette apparence provient d'une épaisse couche de bactéries et de microbes qui la recouvrent. Le problème, c'est qu'ils dévorent lentement le Titanic. La majeure partie de la corrosion qui s'opère sur place est causée par ces bactéries, affaiblissant progressivement l'ensemble de la structure. Les plaques d'acier, les poutres et les supports s'amincissent chaque année. Les scientifiques estiment que le navire perd entre 130 et 200 kg de fer par jour. Même à ce rythme, l'épave ne disparaîtra pas en un jour. Les experts pensent qu'il faudra jusqu'à 420 ans pour qu'elle disparaisse totalement. Jusqu'alors, nous continuerons à observer ce processus triste mais naturel. Des sections du navire se sont désintégrées progressivement depuis la nuit du naufrage. Et beaucoup de choses ont déjà changé depuis le début des photographies sous-marines.
comme des parties de rambarde tombées ou le plafond de la salle de bain du capitaine qui s'est effondré. C'est pourquoi de nombreuses expéditions se consacrent désormais à capturer des images et des scans détaillés de l'épave du Titanic, afin d'en préserver la mémoire avant que l'océan ne l'emporte entièrement. C'est notre manière de maintenir vivante cette histoire, alors que le temps et la nature poursuivent leur travail silencieux. Peut-être que ces bactéries voraces pourront faire une pause, laissant le Titanic reposer en paix encore de nombreuses années. Titanic. The Titanic. The Titanic. The Titanic. Titanic. The Titanic. The Titanic. Titanic. The Titanic. Félicitations! Vous pouvez oublier tout ce que vous avez vu dans les films, lu dans les livres et les journaux, ou même entendu dire. Désormais, nous disposons de l'étude la plus détaillée et la plus fiable sur le célèbre navire naufragé. Un scan 3D à grande échelle du Titanic nous permet de voir dans les moindres détails tout ce qui s'est passé lors de la catastrophe. Et soyez assurés, il s'est passé beaucoup de choses dont vous n'avez jamais entendu parler. Êtes-vous prêts pour de nouvelles découvertes sur le Titanic? Allons-y. Je parie que tout le monde, mais que sais-je, au fond, connaît déjà dans ses grands traits l'histoire de cette terrible nuit. Mais juste au cas où, voici un résumé rapide. Le 10 avril 1912, le gigantesque paquebot Titanic a quitté Southampton, en Angleterre, pour New York. 4 jours plus tard, le navire a heurté un iceberg et a coulé dans les eaux glaciales de l'Atlantique Nord. Ce fut l'une des catastrophes les plus tragiques et les plus importantes de l'histoire des voyages maritimes. Depuis lors, l'épave du gigantesque navire repose sous une couche d'eau glacée. Pendant des décennies, de nombreuses personnes ont voulu remonter le navire, mais aucune n'a jamais réellement essayé. Les récits des passagers, les documentaires et les livres nous ont donné une image complète de ce qui s'est passé. Mais le seul témoin qui peut nous parler de cet événement tragique est le navire lui-même. Et certaines personnes ont décidé de l'interroger à propos de cette nuit-là. Un groupe d'experts, océanographes et cinéastes a recréé une version virtuelle des événements et l'a présentée dans le documentaire Titanic, la résurrection numérique. Il s'agit de la reconstitution numérique la plus détaillée jamais réalisée de la façon dont le Titanic a sombré. Pour la créer, des spécialistes de la société Magellan ont envoyé des robots au fond de l'océan, à l'endroit où le navire repose à une profondeur de 3800 mètres. Là, tous les objets subissent une pression immense. Pour mieux comprendre à quel point elle est forte, imaginez le poids d'une barre d'haltérophilie sur le bout de votre doigt. Les plongeurs expérimentés avec un équipement de plongée standard ne peuvent donc nager qu'à des profondeurs allant jusqu'à 39 mètres et un peu plus. Donc, c'est une mission difficile. Il est presque impossible de descendre à une telle profondeur et d'y mener des recherches. C'est extrêmement dangereux. Voilà pourquoi l'équipe de spécialistes a envoyé des robots. Équipés de caméras pour les relever en haute mer, ils ont pris plus de 700 000 photos et vidéos en résolution 4K. Ils ont collecté des données pendant 3 semaines, explorant chaque partie du navire. Finalement, ils ont accumulé environ 16 téraoctets de données. 1 téraoctet équivaut à 1000 gigaoctets. Est-ce beaucoup? Le plus grand jeu sur PC, Microsoft Flight Simulator, pèse environ 1,5 téraoctet. Et il présente les cartes de la planète entière pour créer un simulateur de vol réaliste. Pourtant, ce programme extraordinaire pèse 32 fois moins que ce scan du Titanic. Imaginez à quel point le modèle du navire et la simulation du désastre se sont avérés détaillés. De plus, l'équipe a combiné toutes ces informations avec les plans du navire. Ils ont calculé la vitesse du Titanic cette nuit-là, sa direction, sa position et l'angle de l'impact avec l'iceberg. Tout cela a été ensuite téléchargé sur des superordinateurs afin de créer des simulations précises de l'accident. Puis, les spécialistes ont étudié les rapports de témoins oculaires, ont consulté des historiens et des experts maritimes, et ils ont présenté une reconstitution exacte de cette nuit tragique. Certains faits se sont avérés différents de ce que l'on croyait jusqu'à présent. Par exemple, l'iceberg n'a pas fait un énorme trou dans la coque du navire. Une analyse de l'épave du Titanic a révélé qu'un morceau de glace avait porté un coup latéral à la coque et créé plusieurs brèches dans celle-ci. Chacune faisait la taille d'une feuille de papier A4. Comment des dommages aussi minimes pouvaient-ils détruire un navire gigantesque? Le problème, c'est que ces perforations couraient sur toute la longueur de la coque. Les créateurs du Titanic avaient affirmé qu'il s'agissait du navire le plus insubmersible au monde. Cependant, son insubmersibilité reposait sur le fait qu'il pouvait rester à flot même si 4 de ses compartiments étanches étaient inondés. Or, la collision avec l'iceberg a entraîné l'inondation de 6 d'entre eux.
L'iceberg n'a été en contact avec le navire que pendant 6,3 secondes, et il a pourtant réussi à le faire couler. Le scan de l'épave du Titanic a également montré un hublot avec une vitre cassée. L'iceberg y est sans doute pour quelque chose. Cette découverte confirme les paroles de témoins oculaires selon lesquels des morceaux de glace seraient entrés dans certaines des cabines. Vous imaginez comme cela a dû être effrayant. Vous dormez paisiblement dans votre lit, puis vous entendez un grand fracas et un morceau d'iceberg tombe dans votre chambre. Et après ça, c'est le chaos absolu. Les chercheurs ont découvert exactement comment le navire s'était brisé en deux. Dans le célèbre film, nous avons tous vu comment la poupe du navire s'était élevée au-dessus de l'eau avant de se briser. Et le navire s'est effectivement brisé, mais pas aussi doucement que nous l'avons vu à l'écran. Oui, l'ampleur du désastre fut terrible, mais la réalité est encore pire. Le navire ne s'est pas simplement brisé, il s'est déchiré en deux. Les parties en bois et en métal du navire, les tuyaux, les morceaux de la coque, les murs, tout s'est déchiré et plié. Les cabines de première classe se sont coupées en deux. On entend d'ici les grincements de métal résonner dans la nuit. Les chercheurs ont comparé d'autres faits concernant le Titanic avec ce qu'en rapporte le film. L'un d'eux concerne une histoire au sujet du premier officier William Murdoch. Dans le film, son personnage attaque des passagers qui essayent d'embarquer. Mais en réalité, tout s'est passé autrement. Le survivant du Titanic, Charles Littler, a déclaré que William Murdoch s'était noyé tandis qu'il essayait de descendre un canot de sauvetage. Il n'a attaqué personne, mais a néanmoins connu une fin tragique. Nous n'avons pas de détails précis, mais des scans haute résolution ont confirmé cette version. Mais l'une des histoires les plus impressionnantes et héroïques à s'être déroulée sur le Titanic a eu lieu dans la salle des machines. À l'aide des robots, les experts ont découvert qu'une des vannes de vapeur du bateau avait été laissée ouverte. Cette découverte ne fait que confirmer les récits des témoins oculaires selon lesquels les ingénieurs étaient restés dans la salle des machines pendant plus de 2 heures après la collision avec l'iceberg. Ce groupe de personnes courageuses a maintenu l'alimentation électrique jusqu'à la dernière minute. Pourquoi ? Grâce à un éclairage adéquat, les gens ont pu descendre les bateaux en toute sécurité sur les flots. L'énergie électrique a également permis au Titanic de rester repérable à une grande distance. De plus, les passagers ont rapporté que les lumières du Titanic étaient toujours allumées, même lorsqu'il était sous l'eau. Le courage de ces ingénieurs a permis de sauver la vie de centaines de passagers. Qui sait ? Peut-être que des recherches ultérieures sur le navire nous en apprendront davantage sur l'héroïsme de certains passagers et des membres d'équipage. Toutes choses qui vaudront la peine de faire un nouveau film. En plus d'étudier le navire, les chercheurs ont également scanné le fond marin autour de l'épave, où non seulement des parties du Titanic, mais aussi des effets personnels de passagers, y compris des pièces d'or, des montres de poche, des peignes, des chaussures, etc., ont été dispersés. D'ailleurs, bon nombre de ces objets ont été remontés et vendus lors de diverses enchères. Vous trouverez également certains artefacts du navire dans des musées spécialisés. L'un de ceux-ci s'appelle le Titanic Belfast, et il est situé en Irlande du Nord. Il est ouvert au public. Cette réplique numérique du navire nous montre non seulement comment le Titanic a coulé, mais elle sauve aussi en quelque sorte le bateau. L'état de l'épave se détériore chaque jour. La pression gigantesque, les froides températures, l'eau et la vie marine, tout cela détruit lentement le navire. Et oui, certaines entreprises, qui organisent des excursions de plongée pour les touristes, posent également un danger pour le Titanic. Il s'avère qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient redescendre dans un submersible jusqu'à l'épave légendaire. À la suite de certaines de ces excursions, des parties du navire ont été endommagées. Les experts prédisent que d'ici une quarantaine d'années, le malheureux paquebot pourrait disparaître complètement. Heureusement, la numérisation en 3D du Titanic a fourni un niveau de détail tel que l'on peut s'imaginer marcher à l'intérieur. Cela signifie que cette tragédie ne tombera jamais dans l'oubli. Bien sûr, 10 vidéos comme celle-ci ne suffiront pas à couvrir toute l'étendue du travail réalisé par les cinéastes. Heureusement, il est possible de voir le documentaire Titanic, la résurrection numérique. Vous pouvez regarder le film et également étudier les modèles 3D du navire. Qui sait, peut-être pourrez-vous faire de nouvelles découvertes. Plus de 1500 personnes ont perdu la vie dans cette partie de l'océan. Il est donc peut-être sage de s'en tenir éloigné. Le lieu où a coulé le RMS Titanic demeure dangereux. D'une part, on y trouve encore d'énormes icebergs, et d'autre part, de puissantes menaces se cachent sous la surface agitée de ces eaux froides. Le Titanic repose à environ 3800 mètres de profondeur.
à près de 640 km au sud-est de Terre-Neuve. Il est là depuis plus d'un siècle. Au fil du temps, l'épave s'est désintégrée. Le célèbre navire rouille, tout comme n'importe quelle structure en fer ou en acier, le ferait dans ces conditions. Chimiquement, lorsque vous mélangez du fer, de l'oxygène et de l'eau, vous assistez à une réaction qui crée de l'oxyde de fer, et c'est ce qui entraîne la corrosion. Ainsi, les plaques d'acier, les poutres, tout cela s'affaiblit peu à peu. À l'intérieur, les choses s'effondrent, comme le plafond de la salle de bain du capitaine, ainsi qu'une section de la rambarde. Elle s'est écroulée, il n'y a pas si longtemps. Mais dans le cas du Titanic, une grande partie de cette corrosion est en réalité causée par des bactéries dévoreuses de fer. Lorsque le Titanic a coulé, il s'est scindé en deux grandes parties, la proue et la poupe, qui ont atterri à près de 600 mètres l'une de l'autre sur le fond marin. Et aujourd'hui, ces deux parties sont couvertes d'une sorte de pellicule biologique, une couverture vivante de bactéries, de champignons marins et de microbes. Avec le temps, les microbes qui dévorent le fer du navire ont créé des structures qui portent le nom de rusticles, et elles accélèrent la décomposition de l'épave. Les scientifiques affirment que la poupe se décompose beaucoup plus rapidement que la proue, en grande partie parce qu'elle a subi plus de dommages lorsque le navire a coulé. Et désormais, grâce à toute cette activité bactérienne, la détérioration de la poupe pourrait avoir 40 ans d'avance sur celle de la proue. Donc oui, les microbes ont prospéré et se sont développés. Si vous souffrez de germophobie, cela vous rappellera probablement vos pires cauchemars. Mais ce n'est pas si terrible. Pour commencer, ça n'a rien de dégoûtant. Ces rusticles sont en réalité plutôt cool. On dirait des cristaux de glace ou de minuscules diamants accrochés à l'épave. Et ne vous inquiétez pas, vous ne courez aucun risque. Tant que vous restez à une bonne distance de l'épave, pas de contact direct, et surtout, n'allez pas fouiner à l'intérieur, il n'y a vraiment aucun risque. Et puisqu'on parle d'approche dangereuse, il nous faut mentionner la catastrophe du submersible Titan. Vous savez, celui qui a implosé en 2023 lors d'une expédition vers la célèbre épave. Malheureusement, les 5 personnes à bord ont perdu la vie. Ce voyage fut vendu comme une excursion touristique, mais aller aussi profondément dans l'océan n'est pas une petite aventure. C'est effrayant, froid et obscur. L'eau absorbe la lumière du soleil, qui ne peut pas descendre à plus de 1000 mètres sous la surface. Au-delà de ce point, l'océan est dans l'obscurité totale, en permanence. Le Titanic repose dans une région connue sous le nom de zone de minuit, pour cette raison même. Les quelques courageux qui ont visité l'épave disent que la descente prend plus de 2 heures dans le noir le plus complet. Puis, soudain, le fond de l'océan apparaît, éclairé par les phares du submersible. Le second grand défi consiste à trouver l'épave. À cette profondeur, naviguer n'est pas une tâche facile. Lorsque vous atteignez le fond, vous ne savez pas exactement où vous êtes. Vous avancez un peu à tâtons dans l'obscurité, sachant que le Titanic est quelque part par là, mais vous ne pouvez pas le voir. Cependant, il existe des cartes très utiles du site du Titanic, réalisées après des décennies de scans haute résolution. Lorsque l'épave commence à apparaître, les explorateurs peuvent utiliser ces cartes pour s'orienter. De plus, le sonar et les capteurs permettent à l'équipage de repérer toutes sortes d'objets, même ceux qui se trouvent en dehors de champs lumineux créés par le sous-marin. Par exemple, le submersible Titan était équipé d'un capteur appelé Doppler Velocity Log, qui envoie des ondes sonores pour mesurer la vitesse à laquelle le sous-marin se déplace, ainsi que sa profondeur. Tout cela en fonction de sa distance par rapport au fond de l'océan. Toutefois, des passagers ayant déjà effectué des voyages vers le Titanic à bord de ce submersible ont indiqué à quel point il est difficile de s'orienter une fois qu'on atteint le fond de l'océan. Et il ne faut pas oublier la pression. Plus vous descendez dans l'océan, plus la pression de l'eau est puissante. Et elle est incroyablement élevée sur le site de l'épave du Titanic. Pour mettre cela en perspective, elle est environ 200 fois supérieure à la pression à l'intérieur d'un pneu de voiture. C'est pourquoi les submersibles ont besoin de parois très épaisses. Donc oui, l'eau autour du Titanic abrite des microbes effrayants, l'obscurité y est totale et la pression immense. Mais il nous reste à parler d'une autre menace, les courants imprévisibles. Vous savez ce que c'est. Lorsque vous nagez dans la mer, vous pouvez généralement sentir les courants vous tirer d'un côté et de l'autre. Mais l'océan profond possède son propre ensemble de courants. Ils ne sont pas aussi puissants que ceux que vous pouvez ressentir en surface, mais ils peuvent quand même déplacer de grandes quantités d'eau. Ces courants peuvent être causés par des éléments tels que le vent, les différences de température et le sel, ou même par d'étranges tempêtes sous-marines,
qu'on appelle des tempêtes benthiques. Elles sont parfois très intenses. Comme je l'ai mentionné plus tôt, l'épave du Titanic est en deux grands morceaux, l'avant et l'arrière, et les chercheurs ont examiné le fond marin de la région environnante. Une partie de l'épave se trouve près d'un courant sous-marin froid qui porte le nom de courant de bord ouest. Il s'écoule vers le sud et déplace la boue et le sable du plancher océanique, créant des ondulations et des motifs qui témoignent de la force ou de la faiblesse du courant. La plupart du temps, les courants n'y sont pas très puissants. On a même trouvé des ondulations de sable près de l'endroit où tous les débris du Titanic ont atterri. Des meubles, du charbon, ainsi que divers objets ayant appartenu aux passagers. Et ces ondulations montrent un courant allant d'est en ouest. Mais à l'intérieur du site principal de l'épave, les choses deviennent un peu plus chaotiques. L'eau s'y écoule du nord-ouest vers le sud-ouest, probablement parce que les énormes morceaux du navire perturbent son flux. Près du côté sud de la proue du Titanic, les courants sont également très imprévisibles. Ils changent constamment de direction, du nord-est vers le nord-ouest, et même vers le sud-ouest. En gros, l'océan fait un peu tout ce qu'il veut là-dessous. Les experts pensent qu'avec le temps, toute cette eau mouvante va lentement enfouir le Titanic sous des couches de boue et de sable. Petit à petit, l'épave pourrait disparaître sous le plancher océanique. Bien, il est maintenant temps d'aborder le problème des icebergs. Oui, ils représentent toujours un danger pour les navires d'aujourd'hui. En 2023, environ 380 icebergs ont dérivé dans les voies de navigation achalandées entre l'Amérique du Nord et l'Europe. C'est un problème. Vous voyez, plus un iceberg est gros, plus il est facile à repérer et à éviter. La glace plus petite est beaucoup plus difficile à détecter, et elle n'est pas moins dangereuse. La raison, c'est qu'en général, le danger se trouve sous la surface. Pensez à l'iceberg qui a coulé le Titanic. Les passagers ont aperçu un morceau de glace d'environ 30 mètres de haut, mais on pense que cela ne représentait que 16% de sa taille totale. Les experts disent que le reste, caché sous les vagues, s'étendait sur plusieurs centaines de mètres de profondeur. La bonne nouvelle, c'est que, contrairement à l'époque de la traversée du Titanic, nous avons aujourd'hui des technologies qui nous permettent de repérer les icebergs à temps. Les navires modernes sont équipés de radars et d'images satellites capables de détecter les menaces cachées dans l'obscurité. Certains navires utilisent même le sonar et l'imagerie thermique pour nous voir à travers le brouillard. Les équipages peuvent ainsi repérer la partie immergée des icebergs. Le GPS et l'AIS permettent de suivre des routes plus sûres. Et les centres de surveillance à travers le monde envoient des alertes en temps réel, ce qui est d'une grande aide pour les capitaines de navires. Oui, on a fait d'énormes progrès depuis l'invention des jumelles. Vous n'aurez pas à vous inquiéter des icebergs lors de votre prochaine croisière, même si elle suit la route du Titanic. Mais pour être encore plus prudent, restez à l'écart de tout passager nommé Jack ou Rose. Et n'emportez jamais votre violon à bord, je vous aurais prévenu. En avril 1912, le Titanic était considéré comme le navire le plus coûteux au monde et réputé insubmersible. Et aujourd'hui, l'épave du Titanic est liée à certaines des expéditions touristiques les plus onéreuses qui soient. Malgré l'horreur de la tragédie, certains ont bâti des entreprises très lucratives autour du célèbre navire. Et ces activités peuvent s'avérer extrêmement dangereuses. Le Titanic a sombré dans les eaux glaciales de l'Atlantique Nord en 1912 et il fallut plus de 70 ans avant que le navire ne soit enfin retrouvé. Cela se produisit dans les années 1980, lorsque le chercheur Robert Ballard mena une mission secrète visant à localiser des sous-marins coulés. En parallèle, Ballard souhaitait également rechercher l'épave du Titanic, si le temps le lui permettait, et il parvint effectivement à la découvrir. Cette trouvaille marqua le début d'immenses profits, de rivalités commerciales, de poursuites judiciaires et de la dégradation progressive de l'épave. Peu après cette découverte, Ballard se présenta devant le Congrès américain pour témoigner de sa découverte. Il proposa de transformer le site de l'épave en mémorial marin et de laisser l'endroit intact. En 1986, il installa une plaque sur le Titanic et l'histoire semblait devoir s'arrêter là. Mais ce fut de courte durée. La tragédie du Titanic étant un thème très populaire, de nombreuses entreprises comprirent qu'elles pouvaient en tirer d'importants bénéfices. En 1987, une compagnie américaine, Titanic Ventures, descendit jusqu'à l'épave avec l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer et en rapporta environ 1800 artefacts.
Par la suite, l'entreprise obtint du gouvernement américain le droit de sauver le Titanic par fragments. Durant plusieurs années, elle organisa d'autres expéditions et récupéra plus de 2000 objets supplémentaires. Elle créa ensuite un musée où étaient exposés bijoux, éléments d'intérieur, effets personnels des passagers et bien d'autres pièces. Certains artefacts furent même mis aux enchères. L'entreprise réalisa ainsi d'importants profits et incita beaucoup d'autres à suivre son exemple. Prenons par exemple cette montre de poche. Elle appartenait à un dénommé Edmund Stone, steward de première classe. La montre s'arrêta à 2h15 du matin lorsqu'elle tomba dans les eaux glacées de l'océan. Après presque un siècle, elle fut vendue pour 130 000 €, soit environ 150 000 $. Et ce prix est loin d'être le plus élevé. Un autre objet remarquable est le plan du Titanic. Il s'agit de l'une des reliques les plus authentiques du navire, et elle remplissait une fonction concrète. Les experts ont utilisé ce schéma pour examiner l'épave et comprendre précisément où l'iceberg avait heurté le Titanic. Ce plan a ensuite été vendu aux enchères pour 320 000 $. Vous souvenez-vous de cette scène du film où le navire commence à sombrer et où les violonistes jouent leur ultime mélodie? Cela s'est réellement produit. De véritables musiciens étaient à bord et ont joué jusqu'au bout. L'un d'eux était Wallace Hartley. Hélas, il n'a pas survécu à la catastrophe, mais son violon, oui. Bien qu'il soit désormais impossible d'en jouer, il a été vendu pour environ 1,5 million de $. En somme, comme vous l'imaginez, la chasse aux artefacts du Titanic s'est révélée extrêmement lucrative. Puis, le réalisateur James Cameron est lui aussi descendu jusqu'au Titanic. En 1997, il sortit le célèbre film du même nom, et la popularité du navire atteignit des sommets. Collecter des artefacts n'était plus aussi attrayant. Les gens voulaient désormais descendre eux-mêmes jusqu'à l'épave légendaire. Une demande aussi élevée créa naturellement une offre. En 1998, la société britannique Deep Ocean Expeditions organisa des excursions vers le Titanic pour seulement 32 500 $. De cette période jusqu'en 2012, l'entreprise réalisa 187 plongées vers l'épave, et durant ce temps, le prix des billets finit par doubler. La société Titanic Ventures, qui avait été la première à récupérer les vestiges du navire englouti, prit plus tard le nom de RMS Titanic, Inc. Elle poursuivit alors Deep Ocean Expeditions en justice, estimant que ses droits exclusifs de sauvetage des artefacts empêchaient d'autres entreprises d'organiser des visites sous-marines. RMS Titanic remporta son procès et fit interdire à Deep Ocean de mener ses expéditions, mais cette décision fut cassée en 1999. C'est ici que débutèrent les litiges entre entreprises concurrentes. Pourtant, les descentes vers le fond de l'océan se poursuivirent, car les gens voulaient toujours voir ce navire de légende. D'autres entreprises organisèrent leurs propres excursions, et les touristes descendaient vers l'épave à bord de bathyscaphes sous-marins. En 2001, un couple américain alla jusqu'à célébrer son mariage à l'intérieur d'un submersible flottant près du pont du Titanic. Les profits augmentaient, les clients affluaient, et tout semblait aller pour le mieux, sauf pour le Titanic lui-même. Plus les touristes descendaient jusqu'à l'épave, plus elle était endommagée. Les visiteurs voulaient non seulement observer, mais aussi toucher les restes du navire. Les bathyscaphes pouvaient heurter accidentellement l'épave et en briser certaines parties, tandis que le brassage de l'eau provoqué par les hélices pouvait également nuire au navire. Lors d'une expédition, un bathyscaphe entra même en collision avec le Titanic, mais les responsables passèrent cet incident sous silence. De plus, le fond marin où repose le navire est désormais couvert de déchets, bouteilles, chaînes, poids et filets laissés à la suite des opérations de sauvetage et des activités touristiques. Plus de 100 ans après la tragédie, le Titanic a finalement obtenu la protection de l'UNESCO. Cela signifie que de nombreux pays peuvent désormais interdire les descentes vers l'épave, ainsi que la récupération et la vente d'artefacts. Le plus triste est que cet engouement autour du Titanic a fini par conduire à une nouvelle tragédie. En 2023, Ocean Gate Expedition organisa une descente dans un sous-marin transportant 5 personnes. Il s'agissait du célèbre bathyscaphe Titan, dont vous avez sûrement entendu parler. Celui-ci entama sa plongée vers le Titanic, mais après 1h45, toute communication fut perdue. Quelque chose se brisa à bord, entraînant une dépressurisation et, en une fraction de seconde, l'énorme pression de l'eau écrasa le Titan.
Malgré les risques d'une telle plongée, de nombreuses personnes souhaitent encore entreprendre une expédition vers le Titanic pour contempler le navire de leurs propres yeux. Elles ne sont même pas découragées par le prix, qui a été multiplié plusieurs fois. Toutefois, pour ceux qui ne disposent pas de centaines de milliers de dollars, des océanographes et des plongeurs ont créé une copie numérique du Titanic immergé. Grâce à un ordinateur, vous pouvez visiter le navire, arpenter ses couloirs, ses cabines et son pont. Cette reconstitution a conservé certaines parties du Titanic qui n'existent plus aujourd'hui. Par exemple, les célèbres rambardes à la proue, où Leonardo DiCaprio enlace Kate Winslet dans le film, se sont récemment effondrées. Vous pouvez également visiter des musées consacrés au Titanic, où l'on peut admirer diverses photographies, des éléments du navire, des effets personnels de passagers et de nombreux autres artefacts. Quoi qu'il en soit, si vous disposez d'une immense somme d'argent et souhaitez malgré tout descendre jusqu'au Titanic, réfléchissez-y à 2 fois. D'ailleurs, la plongée sous-marine classique est déjà une activité dangereuse. Voici les risques qu'elle peut entraîner. Lorsque vous plongez sans préparation adéquate et remontez trop vite, vous risquez de souffrir de la maladie de décompression, également surnommée Benz outre-Atlantique. En raison de la baisse rapide de la pression qui vous entoure, des bulles d'azote se forment et se déplacent dans l'organisme, pouvant causer paralysie, douleurs intenses, lésions de la moelle épinière et bien d'autres complications. Mais au fait, que font ces bulles d'azote dans votre corps? Vos bouteilles contiennent un gaz comprimé composé d'azote et d'oxygène. Lorsque vous respirez ce mélange et que la pression autour de vous diminue brusquement, l'azote commence à s'accumuler sous forme de bulles. Selon la loi de Henry, la solubilité des gaz dans un liquide est directement proportionnelle à la pression extérieure. Le liquide circule dans vos veines et artères, tandis que la pression provient des tonnes d'eau de mer autour de vous. Toute variation de pression peut aussi provoquer une perte de connaissance, et les profondeurs marines ne sont sûrement pas l'endroit idéal où s'évanouir. Regardez sur YouTube ce qui arrive à ceux qui ne respectent pas les règles de sécurité et souffrent de décompression. Vous verrez que l'expérience est loin d'être agréable. Et si vous tombiez sur un mauvais instructeur, ou si vous paniquiez et remontiez trop vite, ou encore si la profondeur s'avérait plus grande que prévu. Bien sûr, à l'intérieur d'un bathyscaphe, observant le Titanic derrière une vitre, vous êtes bien plus à l'aise. Mais si vous envisagez de plonger à de grandes profondeurs, une préparation sérieuse est absolument indispensable. La vigie s'écrie « Iceberg droit devant !» Le Titanic percute la glace et l'eau s'infiltre rapidement. Les passagers de 3e classe se retrouvent prisonniers et il n'y a pas suffisamment de canaux de sauvetage pour sauver tout le monde. La panique se répand. Les violons jouent une mélodie funèbre. Puis, le navire sombre enfin. Bien sûr, nous connaissons tous cette scène emblématique du film Titanic. Mais si l'on vous disait que Hollywood ne nous a pas tout révélé? Pour connaître la véritable histoire de cette nuit glaciale de 1912, il nous faut revenir un peu en arrière. La vigie s'écrie « Iceberg droit devant !» Cette partie est en effet conforme à la réalité. Aux alentours de minuit moins 20, Frederick Fleet aperçoit une masse sombre, plus sombre que la mer, droit devant le navire. En s'en approchant, il reconnaît un iceberg. On fait aussitôt machine arrière, et le Titanic effectue un virage brusque. Plutôt que de le frapper de plein fouet, le paquebot frotte contre le flanc de l'iceberg, éparpillant des morceaux de glace sur le pont avant. Si vous vous rappelez, dans le film, Jack et Rose partagent un moment romantique, juste avant que le navire ne soit ébranlé par l'impact de l'iceberg. Tout semble secoué, comme lors d'un léger tremblement de terre. Certains passagers ont réellement perçu une telle secousse, mais à en croire Frank Prentice, survivant du Titanic, les choses ne se sont pas tout à fait déroulées ainsi. Selon lui, le choc n'a pas été aussi brutal, et s'apparentait plutôt à un freinage soudain en voiture. Le navire s'est arrêté, et c'est à peu près tout. Certains passagers n'ont même été réveillés par la collision, preuve que l'impact n'a pas été aussi violent qu'on pourrait le croire. Monsieur Prentice, intrigué par la situation, a quitté sa cabine pour se rendre sur le pont. Une fois sur place, il n'a vu qu'un peu de glace éparpillée à la surface, bien loin de l'imposant iceberg que Jack et Rose contemplaient. Toutefois, nous savons aujourd'hui que les véritables dommages se sont produits sous la ligne de flottaison, où une saillie de l'iceberg a ouvert une entaille de 90 mètres dans la coque du navire. Lorsque l'équipage a saisi l'ampleur des dégâts,
Il a immédiatement commencé à émettre des appels de détresse vers les navires environnants pour solliciter leur aide. Dans une scène du film, l'opérateur radio informe le capitaine qu'un seul navire se trouve à proximité, le RMS Carpathia, qui finira par secourir de nombreux passagers. Mais en réalité, plusieurs navires se trouvaient dans les environs. On suppose aujourd'hui que le SS Californian n'était qu'à environ 37 km du Titanic. Ce navire aurait potentiellement pu assister au naufrage, ou, tout du moins, voir les fusées de détresse illuminer le ciel. Et pourtant, pour des raisons qui nous échappent encore, aucune tentative d'assistance n'a été faite. Revenons à notre récit. À ce stade, il est devenu impératif de quitter le navire. À 1h moins le quart, le premier canot de sauvetage, le numéro 7, a été mis à l'eau. Comme le montre le film, on a demandé en priorité aux femmes et aux enfants de monter à bord. Cependant, dans la réalité, plusieurs femmes étaient réticentes, et certaines ont même refusé d'embarquer. Monsieur Prentice a expliqué que cette réticence était principalement due à 2 facteurs. D'une part, la hauteur à laquelle se trouvaient les canots, une chute libre de 20 mètres qui effrayait les passagers. D'autre part, bon nombre de femmes ne croyaient pas que le Titanic, qualifié d'insubmersible, puisse vraiment couler. L'idée d'évacuer à bord d'un canot leur semblait proprement saugrenue. Cet état d'esprit pourrait expliquer pourquoi Eloise Smith, une passagère de première classe, a relaté qu'au début, ni la panique ni le chaos ne régnaient. D'autres survivants ont confirmé qu'aucune femme, ni aucun enfant ne pleurait. Toutefois, une source d'inquiétude pour l'équipage était bien réelle. La crainte que les canots de sauvetage ne cèdent sous un poids trop important. C'est l'une des explications avancées pour justifier pourquoi les premiers canots de sauvetage sont partis avec si peu de passagers à bord. Le canot numéro 7, par exemple, n'a embarqué que 27 personnes, bien qu'il ait pu en accueillir jusqu'à 65. Le Titanic disposait de 20 canots de sauvetage au total, capables de transporter près de la moitié des 2200 personnes présentes à bord cette nuit-là. Cependant, cela ne s'est pas déroulé ainsi, et il est désormais clair que les passagers ignoraient qu'il n'y aurait pas assez de place pour tout le monde. Pendant que les femmes prenaient en place calmement dans les premiers canots, les musiciens se dirigeaient vers le pont pour jouer dans l'unique but d'apaiser les passagers. Ce fait est bien connu, mais certains survivants ont affirmé ne jamais avoir aperçu ni entendu les musiciens. Pas un seul violoniste en vue. Il ne faut cependant pas en conclure que Hollywood vous a trompé. Les musiciens ont effectivement joué pendant plus de 2 heures après la collision avec l'iceberg. Peut-être que ces passagers étaient simplement trop paniqués pour remarquer la musique, ou que l'orchestre a commencé à jouer plus tard que nous ne l'imaginons. Passons maintenant à la question du traitement épouvantable réservé aux passagers de 3e classe. Le film dépeint l'équipage comme impitoyable, enfermant les plus démunis sous le pont, les privant ainsi de toute chance d'accéder au canot et de sauver leur vie. Toutefois, l'enquête officielle sur la catastrophe a conclu que cela n'était pas tout à fait exact. Certes, moins de passagers de 3e classe ont survécu par rapport à ceux des classes supérieures, mais d'autres facteurs ont également joué un rôle. De nombreux passagers de 3e classe hésitaient à abandonner le navire, préférant s'accrocher à leurs effets personnels, et rencontraient davantage de difficultés pour remonter depuis leur cabine, située aux extrémités du navire. Certains survivants ont témoigné qu'ils n'étaient pas enfermés, bien au contraire. Madame George Wabi, une Libanaise voyageant en 3e classe, a raconté que lorsque l'incident s'est déclaré, quelques membres courageux de l'équipage et d'élégants passagers de première classe l'ont aidé à gagner le pont supérieur et à embarquer dans un canot de sauvetage. Au début, le Titanic coulait progressivement, compartiment par compartiment. Des passagers ont observé la montée des eaux et perçu des craquements et des détonations. Ensuite, un grand « boom » s'est fait entendre. Certains ont affirmé qu'il s'agissait d'une unique explosion, tandis que d'autres ont décrit une série de petites déflagrations, pensant que c'étaient les cloisons qui cédaient une à une. Un autre groupe n'a perçu qu'un grondement sourd. Ainsi, les récits sur les sons perçus divergent, mais un fait est indéniable. À 2h18, les lumières du Titanic se sont éteintes, plongeant le navire dans une obscurité totale. Tandis que la proue s'enfonçait davantage, la poupe se redressait hors de l'eau, exerçant une pression considérable sur le centre du navire et provoquant ainsi sa rupture. Dans le film de James Cameron, ce moment est représenté de manière absolument dramatique, avec le navire coulant presque à la verticale. Mais en réalité, la rupture a probablement eu lieu sous un angle bien plus modéré, sans doute juste sous la ligne de flottaison.
Toutefois, l'inclinaison était suffisante pour que les passagers ne puissent plus se tenir debout et soient précipités dans l'eau. Il est intéressant de noter que ce n'est qu'en 1985, après la découverte de l'épave, que la rupture du Titanic en deux a été confirmée. Jusqu'alors, les récits des survivants divergeaient, mais au moins 8 d'entre eux affirmaient avoir vu le navire se fendre. Emily Ryerson, une passagère de première classe, avait décrit cet événement comme une tranche nette du Titanic, comme faite par un couteau. Cependant, un petit groupe de témoins soutenait que le Titanic avait sombré en un seul bloc. À l'époque, cette version était plus largement acceptée, car beaucoup refusèrent d'admettre qu'un navire prétendument indestructible ait pu se briser en deux. Pourquoi ces témoignages contradictoires? Ce que l'on ne voit pas dans les films, pour des raisons évidentes, c'est l'obscurité totale dans laquelle la tragédie s'est déroulée. C'était comme se diriger à tâtons dans une cave sans fenêtre, où l'on ne distingue que des silhouettes et des ombres. Telle était la situation à bord des canots de sauvetage. Cela signifie que les passagers ne pouvaient pas véritablement observer ce qui se passait. Quant à ceux qui étaient de près du navire, la plupart ont soit perdu la vie, soit étaient bien trop préoccupés par leur propre salut pour prêter attention aux détails du naufrage. Quoique le film de James Cameron n'ait pas totalement rendu justice à l'atmosphère terrifiante de cette séquence, la série télévisée Titanic de 2012 a bien mieux saisi l'ampleur de cette terreur nocturne. Et pourtant, la réalité de cette nuit-là était encore plus sombre et effrayante que ce qu'aucune de ces productions n'a pu mettre en scène. Le Titanic, réputé insubmersible, n'a pas sombré paisiblement, ce qui a rendu la localisation de son épave d'autant plus ardue. Bien que le célèbre RMS Titanic ait coulé en 1912, il n'a été retrouvé qu'en 1985, au terme d'une mission confidentielle. Au début du XXe siècle, on connaissait approximativement l'emplacement du Titanic, mais les moyens technologiques de l'époque ne permettaient pas de l'identifier avec précision. Alors qu'il sombrait, le navire a émis plusieurs signaux de détresse CQD à destination du Carpathia, un navire voisin. « Venez immédiatement !» Nous avons heurté un iceberg. À toutes les stations, CQD a compté parmi les dernières transmissions envoyées via la radio Marconi du navire. Ces messages en morse ont également rendu possible les premières missions de recherche de l'épave. Le RMS Carpathia a secouru les passagers rassemblés dans les canots de sauvetage. Mais l'opinion publique, fascinée par le drame, souhaitait ardemment découvrir ce qu'il était advenu du paquebot. L'appel de détresse a été lancé 2 heures avant que le Titanic ne disparaisse entièrement. Un peu plus d'une demi-heure après le départ du dernier canot, la proue était entièrement engloutie, tandis que la poupe s'élevait verticalement et que la structure centrale du navire se disloquait sous la pression. La proue s'est écrasée violemment contre le fond océanique, y laissant des traces encore visibles aujourd'hui. Contrairement à l'image véhiculée par le film de James Cameron, elle ne s'est pas enfoncée doucement sous les flots. C'est pourquoi les chercheurs continuent de découvrir des ustensiles de cuisine et des chaussures disséminées sur les fonds marins. Les familles des passagers les plus fortunés, comme les Astor et les Guggenheim, envisageaient de financer une expédition pour ramener l'épave à la surface. Cependant, elle se heurtait à un obstacle majeur, l'absence totale de technologie permettant même d'identifier précisément l'emplacement du navire. En 1953 eut lieu la première tentative sérieuse de localisation de l'épave du Titanic. Un certain Risdon Beasley essaya d'employer un bruyant dispositif à explosion pour repérer le navire. L'idée peut sembler étrange, mais elle reposait sur des principes scientifiques. Lors de la détonation de la dynamite, les ondes générées atteignaient le fond de l'océan. Grâce au sonar, les chercheurs espéraient détecter la présence d'un obstacle solide. Cependant, cette méthode ne permit pas à Beasley d'obtenir le moindre résultat. Il fallut attendre encore 20 ans avant que l'océanographe Robert Ballard ne tente à son tour de retrouver le Titanic. Il eut un peu plus de succès que Beasley, car, entre-temps, les financements consacrés aux technologies sous-marines s'étaient accrus, améliorant ainsi considérablement leur efficacité. Sa première tentative remonte à 1977. Il s'associa alors à l'Institut océanographique de Woods Hole dans le cadre d'une mission de cartographie des fonds marins. Si l'Institut l'avait recruté pour tester leur nouvelle technologie, Ballard avait en réalité un objectif plus ambitieux, retrouver l'épave du Titanic. Au cœur de ce navire, à la pointe de la technologie, se trouvait une ouverture permettant de déployer un long conduit jusqu'au-dessus du plancher océanique. Ballard y fixa un dispositif équipé de sonars et de caméras,
espérant ainsi obtenir des images du site recherché. Persuadés d'être sur le point de faire une découverte majeure, ils prirent la mer afin d'effectuer des essais. Mais lors d'un test, un incident compromit la mission. Le tuyau de forage se brisa, précipitant dans les profondeurs marines tout leur coûteux matériel, à l'image du Titanic. Après cet échec, un autre protagoniste fit son apparition. Jack Grimm, un magnate du pétrole au tempérament fantasque. Grimm s'était fait un nom en lançant des expéditions à la recherche de l'arche de Noé, du monstre du Loch Ness et de Bigfoot. Il s'était également investi dans la démonstration de la théorie de la Terre creuse, selon laquelle l'intérieur de notre planète serait totalement vide et abriterait des cités et des nations souterraines. Dans ce cadre, il tenta de localiser une immense ouverture au pôle Nord, afin d'accéder à ce monde hypothétique. Après l'échec de cette entreprise, il tourna son attention vers un autre mythe fascinant, l'épave du Titanic. S'il disposait de ressources financières, il manquait cruellement de compétences. En tant que milliardaire, il fit un don conséquent à l'université de Columbia et exigea, en contrepartie, l'accès à leurs équipements. Pour mener à bien son projet, il s'entoura d'une équipe de scientifiques chargés d'exploiter ces technologies. C'est alors que l'histoire prend un tournant singulier. Jack Grimm, fervent adepte des croyances populaires et des méthodes peu orthodoxes, embarqua un singe à bord de son navire, provoquant la stupéfaction des chercheurs. Ce primate, baptisé Titan, était censé désigner sur une carte l'emplacement exact d'objets perdus, en l'occurrence le Titanic. L'équipe scientifique, scandalisée par cette initiative, posa un ultimatum à Grimm. Soit eux, soit le singe. L'expédition quitta finalement la Floride, sans Titan. Il n'était plus question de singerie. L'équipage mit le cap sur les coordonnées exactes du dernier signal de détresse du Titanic. Une fois sur place, ils scrutèrent minutieusement chaque parcelle du fond océanique, en vain. Face à cet échec, une hypothèse de taille vit le jour. Le capitaine du Titanic aurait communiqué les mauvaises coordonnées. Cette idée n'était pas si farfelue, sachant que les canaux de sauvetage avaient été retrouvés bien loin du dernier signal de détresse. Une erreur plausible peut être due à un oubli du changement de fuseau horaire pendant la traversée. Sous une pression aussi extrême, une telle confusion restait compréhensible, n'est-ce pas? La première expédition de Grimm dura 3 semaines, mais elle se solda par un échec total. Afin d'optimiser leurs recherches, ils mirent en place une technique rigoureuse baptisée « tondre la pelouse ». Une méthode systématique consistant à quadriller une zone étendue autour des dernières coordonnées connues du Titanic. 2 facteurs ont expliqué cet échec, des défaillances importantes du matériel et des conditions météorologiques exécrables. C'est alors qu'un autre chercheur du Titanic fit son retour sur le devant de la scène, Robert Ballard. Il n'avait pas les millions de Jack Grimm, mais il possédait un atout majeur. Ce géologue marin collaborait étroitement avec la marine américaine pour localiser 2 sous-marins nucléaires disparus dans les années 60. Ballard lui-même affirmait mener une double vie, celle d'un chercheur et celle d'un officier du renseignement naval. L'accord qu'il obtint était clair. Une fois les sous-marins retrouvés, il aurait carte blanche pour chercher l'épave du Titanic. Pour localiser le Thresher et le Scorpion, il s'appuya sur un véhicule sous-marin sans pilote baptisé Argo. Ce dispositif, comparable à une petite luge, était relié par un long câble à un navire de surface et contrôlé depuis celui-ci. Grâce à ses sonars et ses caméras fournissant des images en temps réel du fond océanique, Argo représentait une avancée technologique significative par rapport aux précédentes méthodes de recherche. Après mûre réflexion, Ballard eut une révélation. Il supposa que l'impact du naufrage avait nécessairement laissé derrière lui une traînée de débris, une sorte de piste menant droit au Titanic. Jusqu'alors, la plupart des expéditions avaient cherché à localiser directement le navire, une tâche comparable à retrouver une aiguille dans une botte de foin. C'est là que résidait tout le génie de sa méthode. Il fallait inverser la logique habituelle. Mais un problème de taille subsistait, le temps. Il ne pourrait entamer ses recherches qu'après avoir retrouvé les sous-marins perdus. Et, lorsqu'il y parvint enfin, il ne lui restait plus que 12 jours. Il s'associa alors à un autre chercheur et adopta la stratégie de la tonte de la pelouse, afin de cartographier méticuleusement le fond marin. Un détail essentiel, négligé par la plupart des chercheurs précédents, joua en sa faveur. Le jour du naufrage, un courant marin se dirigeait vers le sud. Cela signifiait que le champ de débris devait se situer au sud des dernières coordonnées connues du Titanic.
Pour optimiser le temps et les ressources à sa disposition, Ballard effectua une reconnaissance rapide du fond marin, espaçant ses lignes de recherche de plus de 5 km. Il décida également de s'appuyer davantage sur les images de sa caméra que sur les signaux sonars. Son équipe se relayait sans relâche pour piloter Argo et examiner les vidéos. Les jours s'écoulaient sans autre découverte qu'un océan désert, jusqu'à ce que les roches familières prennent l'apparence de débris issus d'une construction humaine. Puis, soudain, ils aperçurent la chaudière du Titanic. Ballard avait vu juste. Le champ de débris les conduirait au navire. Après 73 ans de recherches acharnées, l'épave du Titanic venait enfin d'être retrouvée. Dans le film Titanic, vous remarquerez l'absence de fumée au-dessus de la 4e cheminée du célèbre paquebot, et ce n'est pas une erreur. En 1911, l'année précédant le départ du célèbre paquebot, les grands navires étaient principalement équipés de 4 cheminées. Elles étaient nécessaires pour évacuer la chaleur et les fumées générées par leurs énormes chaudières. Le Titanic, véritable chef-d'œuvre de l'ingénierie, n'avait besoin que de 3 cheminées pour fonctionner efficacement. Ainsi, la 4e a-t-elle été ajoutée pour des raisons purement esthétiques. La White Star Line pensait que le public aurait été déçu de ne voir que 3 conduits sur le plus grand navire de tous les temps. Les vaisseaux jumeaux du Titanic, l'Olympique et le Britannique, possédaient également chacun une fausse cheminée pour la même raison. Cette cheminée factice n'était pas totalement inutile et servait en réalité à la ventilation. Elle permettait d'évacuer les fumées de la salle des machines située dans le pont inférieur, ainsi que celle d'un des grands salons de première classe. Un grand conduit de ventilation, au lieu de plusieurs plus petits, permettait de désencombrer les ponts supérieurs, laissant ainsi davantage d'espace libre aux passagers. Lorsque le Titanic a sombré, ses cheminées, pesant chacune 60 tonnes, ont coulé avec le reste du navire. Elles étaient exceptionnellement hautes, afin de garantir que les passagers ne soient pas couverts de suie. Leur taille et leur poids leur ont permis de rester en position verticale, jusqu'à ce que le navire entame sa plongée finale. Plus légères que la proue, ces cheminées se sont dispersées parmi les autres débris. Le matériau relativement léger dont elles étaient faites s'est aplati en touchant le fond de l'océan et les bactéries mangeuses de fer vivant dans les profondeurs ont ensuite contribué à leur décomposition. La proue du Titanic est demeurée intacte lorsqu'elle a touché le fond de l'océan, mais la poupe a été complètement détruite. Lorsque le célèbre paquebot a percuté cet iceberg, la situation a très vite tourné au vinaigre. Il aura fallu 2h40 à cette future star de cinéma pour être entièrement submergée. La collision a d'abord permis à l'eau d'inonder 6 des 16 compartiments étangs. À mesure qu'elle se précipitait à tribord, le navire a commencé à s'incliner vers l'avant et légèrement vers la droite. À minuit, les compartiments endommagés déversèrent de l'eau dans les compartiments adjacents, créant un véritable chaos, car ces compartiments n'étaient étanches qu'horizontalement. Peu après, l'eau s'est mise à s'infiltrer par l'orifice servant à remonter l'ancre, et à 2h du matin, la proue s'enfonçait tandis que les hélices de la poupe étaient soulevées hors de l'eau. Le navire a continué à prendre l'eau jusqu'au moment où la proue a été submergée et où la poupe s'est élevée à presque 45 degrés. Le poids de ces énormes hélices a exercé une pression immense sur la partie médiane du navire. L'acier n'a pas résisté et a fini par céder. Les survivants ont décrit ce bruit assourdissant, semblable à celui de la porcelaine qui se brise, ou d'un échafaudage qui s'effondre. C'était la structure supérieure du Titanic qui cédait. À 2h12 du matin, la proue et la poupe n'étaient plus reliées que par la structure interne de la coque. Quelques minutes plus tard, la proue, pesant environ 16 000 tonnes, s'est détachée de la poupe. Cette dernière s'est alors redressée brusquement en position quasi verticale, avant de commencer à sombrer lentement. À 2h20, elle a complètement disparu sous l'eau. La proue a plongé à près de 20 km/h et a atteint le fond de l'océan près d'une demi-heure avant la poupe. Les deux sections du Titanic reposent désormais à 610 mètres l'une de l'autre, pointant dans des directions opposées. La proue est restée principalement intacte, simplement recouverte de boue. La poupe, quant à elle, s'est transformée en une épave méconnaissable en raison des implosions subies lors de la descente. L'air emprisonné à l'intérieur de la structure n'a pas pu résister à la pression croissante de l'eau à une telle profondeur. Les fusées de détresse ont joué un rôle crucial dans la tragédie du Titanic. En cas de naufrage, des fusées rouges doivent être lancées pour signaler un problème. Cependant,
quelqu'un avait décidé d'équiper le Titanic de fusées blanches au lieu des rouges habituelles. Ainsi, lorsque le navire a heurté l'iceberg, l'équipage a tiré les dites fusées blanches. Le SS Californian, qui se trouvait à proximité, avait été averti de la présence d'icebergs dangereux dans la zone. L'équipage du Californian n'a pas repéré le Titanic en détresse, mais ils ont bien vu les fusées blanches. Leur radio était par ailleurs inutile car l'opérateur du Californian l'avait éteinte. Le capitaine, soupçonnant un problème, a alors envoyé un signal lumineux en morse au Titanic, mais n'a reçu aucune réponse, car le navire avait déjà sombré. Un autre navire, le Samson, naviguait également près du Titanic. Chargé de grandes quantités de viande de phoque, chassée illégalement dans les eaux canadiennes et congelée, il naviguait sans feu pour rester discret. En voyant les fusées blanches du Titanic, l'équipage a cru qu'il s'agissait des gardes-côtes et a rapidement quitté ses eaux. Dépourvu de radio, le Samson n'a pas pu être informé de la catastrophe en cours et n'a appris la nouvelle qu'en atteignant les côtes islandaises le mois suivant. De nombreuses théories ont été avancées pour expliquer la tragédie du Titanic, et l'une des plus récentes suggère qu'un incendie y a joué un rôle. Un journaliste irlandais, Senan Moloney, a joué les détectives pendant des décennies, explorant les mystères du naufrage, et a fait une découverte capitale, un album photo resté caché pendant un siècle entier après la tragédie. Sur les photos prises au chantier naval Harland & Wolff de Belfast, en Irlande du Nord, juste une semaine avant que le paquebot ne prenne la mer, on peut clairement voir une immense tache noire de 9 mètres sur la coque du navire. Moloney a étudié ces photos et les témoignages de l'époque, affirmant qu'un incendie s'était spontanément déclaré à l'intérieur de l'une des énormes soutes à charbon du Titanic. Cet incendie a fait rage pendant 3 semaines entières, affaiblissant gravement un segment crucial de la coque du navire. À cette époque, la plupart des paquebots ne possédaient en somme qu'une seule coque, et c'était la seule protection dont disposait le Titanic. C'est pourquoi l'iceberg a réussi à percer si facilement le flanc du navire. Si ce n'avait été pour l'incendie, le Titanic aurait peut-être résisté à son impact avec l'iceberg. La compagnie qui exploitait le paquebot était d'ailleurs au courant de cette avarie, mais avait choisi de dissimuler cette information pour éviter toute publicité négative, car elle faisait face à une forte concurrence sur les voyages transatlantiques. Le Titanic était complet, ils ont donc fait le plein de charbon et navigué malgré tout. La Lune pourrait également avoir joué un rôle dans le naufrage. Notre satellite exerce une grande influence sur les marées terrestres. Plus il est proche de notre planète, plus les marées sont fortes en raison de l'augmentation de l'attraction lunaire. En 1912, la Lune était si proche qu'elle a provoqué la rupture de plusieurs glaciers du Groenland. D'énormes morceaux de glace se sont détachés et ont commencé à dériver vers le sud. Cet événement de superlune est survenu juste 6 minutes après une grande marée. Lors des nouvelles lunes et des pleines lunes, l'alignement de notre satellite, du Soleil et de la Terre fait que leur gravité combinée atteint son apogée. La veille, notre planète s'était rapprochée au plus près du Soleil de l'année, ce qui rendait cette gravité encore plus forte. Ce cocktail d'événements a créé des conditions parfaites pour l'une des plus puissantes marées de l'histoire, favorisant la dérive des icebergs détachés des glaciers du Groenland. Les opposants à cette théorie soutiennent que la différence de force de cette marée n'aurait pas été suffisamment significative pour être la cause principale du naufrage. L'iceberg a déchiré le flanc du navire, laissant une immense ouverture dans sa coque. Ce n'était pas une déchirure continue, et plusieurs endroits ont été endommagés. Certains experts estiment que le navire aurait survécu à l'iceberg s'il l'avait heurté de face. Le Titanic possédant des compartiments étanches, conçus pour empêcher les inondations en cas de collision, seuls les 3 ou 4 premiers de ces compartiments auraient été inondés. L'iceberg a déchiré le flanc du navire, laissant une immense ouverture dans sa coque. Ce n'était pas une déchirure continue, et plusieurs endroits ont été endommagés. Certains experts estiment que le navire aurait survécu à l'iceberg s'il l'avait heurté de face. Le Titanic possédant des compartiments étanches, conçus pour empêcher les inondations en cas de collision, seuls les 3 ou 4 premiers de ces compartiments auraient été inondés. Nous avons tous pleuré un peu en regardant les adieux déchirants de Jack et Rose dans Titanic. Oups, spoiler, désolé. Mais les histoires vécues lors du naufrage du célèbre navire n'en étaient pas moins touchantes. Joseph Laroche était né en 1886 à Haïti dans une famille aisée. Il y grandit sans connaître son père, mais sa mère s'y entendait en affaires et était une commerçante respectée. De plus, son oncle par alliance était à la tête du pays. Joseph parlait couramment le français, le créole et l'anglais. À l'âge de 15 ans, il avait résolu de devenir ingénieur. Mais comme il ne se trouvait pas d'école d'ingénieur en Haïti,
Il partit pour la France pour y faire ses études. Le voyage avait duré 83 jours. Alors qu'il était encore étudiant, Joseph fit la rencontre de Juliette dans la banlieue parisienne, par l'intermédiaire de son mentor. Ils se lièrent rapidement d'amitié, puis leur relation prit de l'ampleur. Le couple décida donc de se marier. Une seule ombre au tableau. Joseph ne parvenait pas à trouver d'emploi qualifié et décemment rémunéré, même après avoir conclu ses études, en raison du racisme qui gangrénait l'époque. Ce jeune homme intelligent se rendait bien compte qu'il pouvait espérer mieux. De plus, il lui fallait subvenir aux besoins de sa famille grandissante, car un troisième enfant était déjà en route. Son oncle, président d'Haïti, lui promit donc de lui dénicher un emploi de professeur de mathématiques. Et sa mère était ravie que son fils et sa famille retournent vivre en Haïti. Elle leur a acheté des billets de première classe pour le paquebot Le France en guise de cadeau de retrouvailles. Mais ce paquebot avait des règles stupidement strictes, qui séparaient les parents de leurs enfants pendant les repas. Les Laroche ne voulaient absolument pas infliger cela aux leurs au cours d'un long voyage à travers l'océan. Ils décidèrent donc d'échanger ces billets contre des places de seconde classe à bord du voyage inaugural du RMS Titanic. Le Titanic faisait l'objet de toutes les attentions et ne séparait pas les familles, ce qui semblait être une bonne affaire. Ils prévoyaient d'embarquer à New York sur un autre navire qui les conduirait directement à leur destination finale d'Haïti. La famille monta donc à bord du Titanic le 10 avril 1912, à Cherbourg. Ils avaient 3 jours pour profiter des luxueuses cabines, de la salle à manger, de la bibliothèque et des 3 ponts de promenade extérieurs réservés aux passagers de seconde classe. Juliette envoya une lettre à son père depuis la dernière escale du navire, à Queenstown, en Irlande. Elle lui racontait en détail à quel point ils étaient satisfaits de leur logement. Ils avaient 2 couchettes dans leur cabine et un canapé qui se transformait en lit pour leurs jeunes enfants. La famille se lia même d'amitié avec quelques sympathiques passagers avec lesquels ils avaient déjà voyagé depuis Paris. Ils se croyaient jusqu'à présent les seuls Français à bord, si bien qu'ils commencèrent à s'asseoir ensemble à chaque repas. Juliette mentionna qu'ils avaient tout passé de merveilleux moments ensemble sur le pont du paquebot. Elle écrivit aussi que les gens à bord étaient généralement bienveillants, bien que certaines sources, en raison de leurs origines, aient affirmé le contraire. C'est dans la nuit du 15 avril que leur passionnant voyage s'acheva brusquement. Bien que les radiotélégraphistes du Titanic aient été avertis de la dérive des glaces par les navires voisins, le paquebot continua à avancer à plein régime. Il était environ 23h40 lorsque la coque du Titanic finit par heurter un iceberg à environ 600 km des côtes de Terre-Neuve. Le navire, pratiquement insubmersible, était gravement dépourvu de canaux de sauvetage. La moitié seulement de ses 2200 passagers pouvant y prendre place. Le navire le plus proche, le Carpathia, était alors bien trop éloigné pour lui venir en aide. Un steward réveilla la famille Laroche et l'emmena au canot de sauvetage, comme Juliette s'en souviendrait plus tard. Elle ne parlait pas un mot d'anglais, et tout ce qui se passait lui paraissait d'autant plus effrayant. Peu après minuit, l'équipage reçut l'ordre de donner la priorité aux femmes et aux enfants lors de l'embarquement dans les canots. Juliette se souviendrait plus tard qu'une terrible panique se répandit alors, les gens se poussant les uns les autres pour obtenir la place convoitée. À un moment donné, elle craignit même qu'on lui ait arraché sa fille aînée pour la jeter à la mer. Un instant plus tard, elle avait rejoint la petite Simone à la même place vacante. Juliette, enceinte et ses 2 filles durent donc se faire une place dans le canot de sauvetage numéro 14. Mais il leur fallut dire adieu à Joseph au moment où le canot descendait dans la mer. Il enveloppa Juliette de son manteau, en lui disant qu'elle en aurait bien besoin, et lui promit de monter dans un autre canot pour toutes les revoir à New York. Joseph Laroche, 25 ans, ne parvint pas à tenir parole. En quelques heures, le Titanic avait sombré dans les eaux, emportant la vie de près de 1500 personnes. Joseph était l'une d'entre elles. Juliette et ses filles faisaient partie des 700 survivants qui furent secourus par le paquebot Carpathia quelques heures plus tard. Une fois arrivées à New York, elles cherchèrent parmi la foule, espérant y retrouver Joseph. Lorsqu'il devint évident qu'elles ne le trouveraient pas, il fut temps pour elles de décider quoi faire et où aller. Sans la moindre connaissance de l'anglais et leur argent ayant coulé avec le navire, Juliette ne réussit à survivre que 3 semaines en Amérique, et n'eut d'autre choix que de rentrer en France. L'oncle de Joseph n'était plus en mesure d'aider quiconque, un attentat ayant mis fin à ses jours 4 mois seulement après la tragédie du Titanic. En décembre 1912, Juliette donna naissance à un fils qu'elle nomma Joseph en l'honneur de son père. Jusqu'à la fin de sa vie, elle ne parvint pas à se remettre de la perte de son mari bien-aimé. C'est pourquoi elle n'aimait pas parler de ce qui avait pu se passer sur le Titanic et demandait à ses enfants de ne jamais le mentionner.
En 1995, un membre de la Titanic Historical Society a interviewé Louise. Elle était la dernière enfant Laroche encore en vie et l'ultime survivante française du naufrage. C'est à ce moment-là que le monde a entendu parler pour la première fois de cette histoire déchirante. Elle a inspiré quelques pièces de théâtre et nombre d'articles, mais n'a jamais reçu la même attention que les histoires de certains autres passagers. Tu te souviens sans doute du couple de personnes âgées sombrant ensemble dans leur lit à bord du Titanic. Il a été inspiré par Isidore et Ida Strauss. Tous deux étaient nés en Allemagne et avaient décidé d'émigrer aux États-Unis lorsqu'ils étaient encore enfants. Ils s'étaient rencontrés à New York et s'étaient mariés 5 ans plus tard. Isidore avait créé avec son frère un commerce de porcelaine qui s'était développé jusqu'à devenir le rayon verrerie de Macy's, les rendant prodigieusement riches. Isidore et Ida étaient connus à New York non seulement pour leur opulence et leur bon cœur, mais aussi pour leur amour et leur dévouement l'un envers l'autre. En 1912, le couple décida de fuir l'hiver new-yorkais et fit cap vers l'Europe. À cette époque, ils étaient déjà mariés depuis 40 ans. Au début du mois d'avril, il fut ensuite temps pour eux de rentrer à New York. Ils voyageaient d'ordinaire sur d'énormes paquebots allemands, mais à l'époque, ils ne purent résister à l'engouement pour ce nouveau paquebot de luxe, le RMS Titanic. C'est ainsi qu'ils se retrouvèrent dans l'une des suites privées de première classe située sur le pont supérieur du navire. Le couple Strauss passait ses soirées à dîner devant un orchestre, dans une salle remplie de panneaux de bois coûteux et de meubles de luxe. Dans la nuit du 14 avril, ils ressentirent une légère secousse. Puis ils sortirent de leur suite privée et attendirent les instructions de l'équipage. On leur recommanda de ne pas perdre leur laissez-passer, car ils en auraient besoin lorsque tout le monde remonterait à bord. Mais le navire était bien en train de sombrer. Le couple se trouvait à côté du canot de sauvetage nombre 8, et M. Strauss, qui avait 67 ans à l'époque, se vit offrir un siège avec sa femme en raison de son âge avancé. Il la refusa, affirmant qu'il n'était pas trop vieux pour se sacrifier pour une dame. Il voulait attendre et s'assurer qu'aucune femme et qu'aucun enfant n'était pour laisser à l'abandon. Ellen Bird, la femme de chambre d'Ida, hésita à grimper à bord du canot de sauvetage, mais Ida lui ordonna d'y aller. Elle prit alors la décision difficile de ne pas laisser son mari seul sur le navire en train de couler. Ida retira son magnifique manteau de vison et le donna à sa servante grelottante en lui disant que, pour sa part, elle n'en aurait plus besoin. Isidore ne parvint pas à la convaincre de se sauver, et ils restèrent ensemble jusqu'à la fin. Certains des passagers de première classe survivants se souviendront plus tard avoir vu le couple se tenir par la main paisiblement sur le pont, attendant simplement l'inéluctable. Il était 11h39 lorsque la vigie du Titanic a crié « Iceberg » droit devant. Les mesures prises rapidement sur la passerelle pour réduire la vitesse et modifier le cap du navire furent inutiles. Et tu connais déjà la fin de l'histoire. Depuis lors, nous considérons ce qui est arrivé au Titanic comme un événement unique. Mais est-ce bien le cas? Le Titanic a coulé en 1912. Le GPS et les satellites météorologiques n'existaient pas à l'époque. Les navires devaient soit s'avertir les uns les autres de l'emplacement des icebergs. Quelle confiance il fallait avoir! C'est alors qu'est survenue la catastrophe du Titanic. Un véritable désastre qui encouragea les spécialistes à créer une organisation qui permettrait d'éviter que ce genre d'accident ne se reproduise. 1 an plus tard, ils créèrent la Patrouille internationale des glaces, ou IAP en abrégé. Encore aujourd'hui, ce groupe est chargé d'avertir les navires de la présence dangereuse de glace sur leur chemin. Le BP a amélioré ses méthodes au fil des ans, utilisant aussi bien les navires que les patrouilles d'avions et l'imagerie satellite. Depuis peu, ils utilisent également des bouées océanographiques, un dispositif flottant qui fournit des informations en temps réel sur les conditions océaniques jusqu'à 50 mètres de profondeur, afin de prédire la dérive potentielle des icebergs. Et l'UIP fait un excellent travail pour réduire les collisions entre navires et icebergs. Mais il faut toujours se tenir sur ses gardes, car les équipements de détection les plus avancés ne peuvent pas empêcher toutes les situations malheureuses. Entre 1980 et 2005, il y a eu 57 incidents impliquant des navires et des icebergs. Et la vérité qui fait froid dans le dos, c'est que les bateaux d'aujourd'hui ont plus de risques de heurter un iceberg que le Titanic. Selon les recherches, 1038 icebergs ont traversé la zone où le Titanic a sombré en 1912. Tu te diras peut-être que c'est beaucoup, mais les scientifiques n'en font pas une grosse affaire. C'est vrai, c'est un peu élevé, mais les 14 dernières années ont été marquées par une circulation d'icebergs encore plus intense. Aujourd'hui,
Le nombre de ces gros glaçons augmente en raison de la fonte accélérée des glaciers du Groenland. Et comme de plus en plus de navires voguent vers les eaux polaires, les risques de collision sont de plus en plus élevés. Mais le vrai danger, ce sont les ennemis invisibles, les fragments de glaciers. Les morceaux de glacier sont de petits icebergs faisant à peu près la taille d'un porte de maison. Les petits icebergs, quant à eux, sont comparables en taille à un autobus. Ces icebergs semblent inoffensifs, mais ils peuvent poser des problèmes car ils sont en général totalement invisibles pour les radars et les satellites. Que se passe-t-il lorsqu'un grand navire de croisière moderne heurte l'un de ces petits icebergs? Voici le Norwegian Sun, un luxueux bateau de croisière similaire au Titanic, avec une capacité de 2400 passagers et plus de 900 membres d'équipage. En juin 2022, ce navire de croisière naviguait vers le glacier Hubbard en Alaska lorsqu'il s'est retrouvé au milieu d'un brouillard épais. Soudain, ses passagers ont ressenti un grand choc et la terreur les a envahis, tandis que de violentes secousses ébranlaient le navire. Une fois le brouillard dissipé, ils se sont rendus compte de ce qui s'est passé. Le Norwegian Sun était entré en collision avec un petit iceberg, mais il ne connut pas l'issue tragique de son célèbre ancêtre. Heureusement, personne n'a été blessé et les passagers ainsi que le personnel ont pu débarquer en Alaska sans ennui. Des plongeurs ont vérifié l'état du bateau et ont découvert qu'il avait subi quelques dommages après la collision. Le reste du voyage a donc été annulé. Mais ne te fais pas de soucis au sujet de ton prochain voyage dans l'Atlantique, car les accidents comme celui du Norwegian Sun sont vraiment rares. Il est courant que des navires entrent en contact avec de la glace. Ceux qui l'aiment moins, c'est que ce soit un problème. La plupart des navires de croisière modernes ne subissent aucun dommage lors de ces rencontres imprévues, et il y a une raison à cela. L'acier utilisé dans la construction du Titanic a joué un rôle important dans la catastrophe. Le navire insubmersible, après tout, n'était pas si résistant que cela. La coque du Titanic fut construite à l'aide d'environ 2000 plaques d'acier, dont on dit qu'elles furent produites dans un four à ciel ouvert. En conséquence, l'acier contenait une forte concentration de phosphore, d'oxygène et de soufre. Ces éléments rendent l'acier cassant à basse température, ce qui le rend fragile en cas d'impact. Bien que l'acier utilisé sur le Titanic ait été de la meilleure qualité disponible à l'époque, il ne répondrait pas aux normes de sécurité des navires modernes. Et il était environ 10 fois moins solide que celui utilisé par les navires d'aujourd'hui. Mais la différence la plus importante entre le Titanic et les navires modernes réside dans l'assemblage de la coque. En effet, on utilisa pour assembler la coque et la structure du pont supérieur du Titanic plus de 3 millions de rivets. Ainsi, lorsqu'il a heurté l'iceberg, les rivets ont déclenché une réaction en chaîne, provoquant l'effondrement simultané de toute une section de la coque, ce qui a entraîné un déluge d'eau incontrôlable. En revanche, les navires modernes utilisent une méthode appelée soudage à l'arc submergé qui fusionne les bords des pièces métalliques et permettent ainsi d'obtenir une surface continue et solide. Cette méthode est plus sûre, car si une partie du navire est endommagée, la déchirure ne s'étendra pas, ce qui aggraverait la situation. Les dommages restent circonscrits à la zone d'impact. Les petits icebergs sont donc de plus en plus fréquents et les navires ont été adaptés pour y faire face. Mais il reste encore un scénario à envisager. Que se passerait-il si un énorme bateau de croisière heurtait un iceberg de la taille d'un immeuble de 5 étages? Imagine que nous venions de créer le plus grand bateau de croisière au monde. Appelons-le le Sympatlantique. Notre station flottante est immense, 4 fois plus grand que la Statue de la Liberté. Elle dépasse le Titanic de 97 mètres et transporte 3 fois plus de passagers et de membres d'équipage. Et, tout comme le Titanic, notre navire fictif peut naviguer à une vitesse maximale d'environ 23 nœuds. Maintenant, imagine le scénario suivant. Le Sympatlantique navigue à pleine vitesse dans des eaux glaciales. C'est le milieu de la nuit, et le capitaine ne se rend pas compte que l'équipement de détection des icebergs ne fonctionne pas. Il ne marche plus depuis 3 jours. Il y a beaucoup de brouillard, et la vigie ne remarque pas l'iceberg de 7 mètres qui se dresse devant eux. Si cette situation se produisait et que le navire heurtait l'iceberg de plein fouet, cela pourrait conduire à un naufrage. Mais tu vois bien que c'est très peu probable, n'est-ce pas? C'est pourquoi les experts sont tout à fait convaincus que la glace ne risque pas de faire couler les navires de croisière modernes. Il convient également de mentionner que les mesures de sécurité se sont améliorées depuis le Titanic.
Un navire moderne mettra des jours à couler, ceux qui laissent suffisamment de temps pour évacuer tout le monde. Les équipages sont mieux préparés à gérer les procédures d'urgence, et les passagers devraient également suivre une formation avant le départ. Je sais, tout. Ce que nous désirons, c'est nous reposer au bord de la piscine avec une limonade. Mais, comme tu le sais, ce sont toutes ces mesures qui ont évité aux passagers du MS Explorer de subir le même sort que ceux du Titanic. En 2007, les 154 personnes à bord de ce bateau de croisière ont réussi à monter dans des canaux de sauvetage après que le navire ait heurté un iceberg dans l'Antarctique. Imagine leur panique. Ils durent attendre les secours pendant 4 longues heures. L'équipage a fait un excellent travail pour assurer la sécurité. Cela ne fait aucun doute. Mais un rapport publié 2 ans plus tard indique que l'accident du MS Explorer fut causé par l'inexpérience du capitaine, qui aurait poussé le navire à grande vitesse contre un véritable mur de glace. 4 personnes à bord de ce bateau de croisière en 2007, les 154 personnes à bord de ce bateau de croisière ont réussi à monter dans des canaux de sauvetage après que le navire ait heurté un iceberg dans l'Antarctique. Imagine leur panique. Ils durent attendre les secours pendant 4 longues heures. L'équipage a fait un excellent travail pour assurer la sécurité. Cela ne fait aucun doute. Mais un rapport publié 2 ans plus tard indique que l'accident du MS Explorer fut causé par l'inexpérience du capitaine, qui aurait poussé le navire à grande vitesse contre un véritable mur de glace. On connaît le Titanic par des histoires, et aussi par un film. Maintenant, nous en avons même un scan grandeur nature. Et non, il ne s'agit pas d'un de ces anciens modèles qui nous faisaient nous demander à quoi le navire ressemblait vraiment. Cette fois-ci, nous en avons obtenu un VRI scan numérique. Une équipe d'experts a cartographié les fonds marins autour du Titanic, ainsi que le navire lui-même. Nous avons donc obtenu une image en 3D de l'ensemble. C'est comme si on plongeait à des profondeurs incroyables pour voir l'épave sans l'eau tout autour. L'histoire de l'épave a commencé en 1985, 73 ans après le naufrage du Titanic. L'explorateur Robert Ballard l'a découverte cachée entre 2 sous-marins qui avaient eux aussi sombré dans cette zone. Il était en fait chargé d'une autre mission à l'époque et n'a donc pas eu le temps d'explorer correctement le navire. Mais pendant ses recherches, il s'est rendu compte de l'influence des courants marins sur les débris d'épave. Il a remarqué que les objets les plus lourds coulaient rapidement et laissaient une traînée de débris derrière eux selon la direction des courants. Fort de ses connaissances, Ballard a émis l'hypothèse que le Titanic s'était brisé en 2 et avait laissé une traînée de débris. Avant qu'il ne découvre l'épave, on croyait que le navire avait coulé en un seul morceau après avoir heurté l'iceberg. Ainsi, on savait maintenant où était le navire et l'aventure pouvait commencer. Ou pas, son exploration fut très difficile. L'épave est énorme et les ténèbres de l'océan ne permettaient pas de le voir en entier. Nous avons donc dû nous contenter de fragments en décomposition et n'avons pu que spéculer sur ce à quoi pouvaient bien ressembler toutes ces parties mises ensemble. Mais à l'été 2022, nous avons enfin eu droit à quelque chose de différent. Une équipe d'experts de Magellan Ltd, une entreprise spécialisée dans la cartographie des profondeurs marines, s'est associée à Atlantic Productions, qui réalisait un documentaire sur le projet. Ils se sont lancés dans une mission visant à composer une image complète du Titanic. Ils ont utilisé des submersibles. Ce sont des véhicules qui vont sous l'eau, contrôlés à distance par une équipe d'explorateurs qualifiés. Ces submersibles ont plongé profondément dans l'océan. Ce n'était pas une tâche facile. Ils ont passé plus de 200 heures à collecter des informations sur toute la longueur et la largeur de l'épave. Une véritable chasse au trésor. Mais au lieu de trouver de l'or et des bijoux, ils ont recueilli quelque chose d'encore plus précieux. Plus de 700 000 images du Titanic sous tous les angles possibles. Oui, ils ont pris des photos de chaque petite partie du navire, même les moins intéressantes. Cartographier les parties recouvertes de boue était important car cela permettait de relier entre elles les différentes pièces de l'énorme puzzle. Et ça nous a permis d'obtenir une reconstruction détaillée du navire en 3D. Même si cela fait plus de 100 ans, tu peux encore reconnaître la proue du Titanic, couverte de stalactites de rouille. Au-dessus de la proue se trouve le pont du navire, où un grand trou nous donne un aperçu de l'espace qui accueillait jadis le grand escalier. Une véritable fenêtre sur le glorieux passé du bateau. Sa poupe n'est plus qu'un amas de métal tordu. Lorsque le Titanic a coulé, cette partie s'est effondrée et s'est enfoncée dans les profondeurs. La proue et la poupe se sont retrouvées séparées d'environ 800 mètres. Un vaste champ de débris entoure ce géant immobilisé au fond de la mer. Ces débris sont comme un trésor éparpillé,
des décorations en fer forgé provenant du navire, des statues et même des bouteilles de champagne non ouvertes. Il y a aussi des effets personnels qui ont sombré en même temps que le navire. Par exemple, des dizaines et des dizaines de chaussures. Ce n'était pas une mince affaire que de descendre et de prendre toutes ces photos. Cela ne semble pas si difficile à première vue, étant donné que c'est un robot qui a plongé dans ces profondeurs inimaginables, et non pas des personnes. Mais étudier l'océan est difficile. 80% de l'océan n'a pas encore été exploré, cartographié, ni même vu. Les conditions sont extrêmes, et la pression est de plus en plus forte à mesure que l'on descend. Et notre véhicule a dû plonger jusqu'à près de 4000 mètres. C'est comme 12 tours Eiffel empilées les unes sur les autres. En plus, il y a de forts courants dans cette zone. Alors c'était un peu comme de naviguer dans un labyrinthe aquatique. Et les submersibles n'étaient même pas censés toucher quoi que ce soit. Le moindre faux pas pouvait endommager l'épave déjà très fragile. On a l'impression que le Titanic est figé dans le temps, et qu'il sera toujours là à nous attendre. Mais en réalité, il disparaît lentement. Il est assez évident que l'eau de l'océan l'a abîmé, vu le temps qu'il a passé là-dessous. Mais ce n'est pas tout. L'épave abrite maintenant un type particulier de bactéries qui a même reçu le nom du célèbre navire. Ces bactéries ont une aptitude particulière. Elles peuvent survivre à l'intérieur de formations de rouille connues sous le nom de rosticle. Elles ressemblent un peu à des stalactites, ces pointes de glace qui se forment lorsque l'eau tombe d'une hauteur en gelant. Ces bactéries sont friandes de fer, que l'on trouve en abondance dans la coque du bateau. Un véritable buffet pour ces créatures. Et au fil du temps, ces bactéries continueront à ronger le fer du bateau, petit à petit, jusqu'à ce qu'un jour, le festin prenne fin avec la disparition du navire. C'est comme un processus de recyclage lent mais régulier. Ainsi, ce modèle 3D que nous avons obtenu grâce au travail acharné des chercheurs et à la technologie arrive au bon moment. Car nous ne savons pas combien de temps il nous reste pour explorer l'épave. Et cela pourrait nous permettre de mieux comprendre la collision entre le Titanic et l'iceberg. Les films nous montrent toujours le Titanic heurtant l'iceberg du côté droit. Eh bien, nous ne pouvons pas vraiment en être sûrs. Ces images pourraient nous aider à comprendre si le navire s'est réellement planté sur l'iceberg, s'il s'y est accroché. Nous pouvons étudier la poupe et analyser la façon dont le Titanic a heurté le fond marin. Cela nous aidera également à comprendre ce qui s'est réellement passé pendant le naufrage. Peut-être aurons-nous la chance de découvrir si c'est vraiment un violent incendie qui a scellé le destin du Titanic. Selon une théorie, un feu aurait fait rage pendant 3 semaines avant que le navire n'effectue son premier et dernier voyage. Cela aurait affaibli sa coque, ce qui signifie que le plus gros du travail était déjà fait. L'iceberg n'aurait fait que lui donner le coup de grâce. Et s'il y a même eu un iceberg, comme certains se le demandent. Selon une autre théorie, le Titanic aurait en fait heurté une masse de glace dérivante au lieu d'un iceberg. La banquise est constituée de grandes plaques de glace qui flottent près de la surface de l'océan et qui peuvent donc être difficiles à repérer. Ils pensent que cette masse a pu dériver dans l'Atlantique depuis l'océan Arctique. Selon un marin professionnel qui défend cette idée, si le Titanic avait heurté un iceberg ordinaire, le navire aurait coulé beaucoup plus rapidement qu'il ne l'a fait. Et comme le Titanic a réussi à rester à la surface pendant une période relativement longue, près de 3 heures, il s'agissait peut-être d'un type de collision différent. Il a également dit que les témoignages des personnes présentes étaient parfois contradictoires. Il pense que ces différences seraient dues à des illusions d'optique. Lorsque les gens regardaient l'océan cette nuit-là, la façon dont la lumière se reflétait sur l'eau, ainsi que les conditions particulières à ce moment, ont pu leur donner l'impression que certains objets étaient plus proches qu'ils ne l'étaient en réalité. Ainsi, ils ont peut-être vu autre chose que ce qui était réellement sous leurs yeux. Un iceberg ou autre chose. Des jumelles auraient pu aider les membres de l'équipage à repérer le danger potentiel, mais malheureusement, ils n'en avaient pas. Il semble qu'elles se trouvaient dans une armoire dont personne, apparemment, n'avait la clé.